Bienvenue dans Kune, c'est la critique Eneotail, et en attendant de trouver une phrase d'accroche, vous allez vous contenter de ça. Cette fois-ci, nous ne sommes pas seuls, puisque Kipo, de la chaîne YouTube, Kipo, nous fait l'honneur de sa présence, alors bienvenue à toi. Merci, et merci beaucoup pour votre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Comment vas-tu? Écoute, je vais plutôt bien en ce dimanche ensoleillé de mon côté. C'est le temps parfait pour rester enfermé à l'intérieur et enregistrer un podcast. Je vais te demander de présenter rapidement ta chaîne, mais d'abord, on n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes et les bons vieux chroniqueurs, alors salut Néo, comment ça va? Bonjour, moi ça va. Et toi, Kuro, comment vas-tu? Ben moi ça va mal les gars, ça va très mal. J'ai appris que dans Mario Bros, il n'y avait pas de brosse. C'est un coup à se retrouver avec des cheveux emmêlés. Et là est tout le nœud du problème. Mais maintenant que j'y pense, on n'a jamais eu de Mario coiffeur, faut dire. Alors Kipo, peux-tu te présenter en quelques secondes? Écoute, moi, Kipo, vous en doutez, c'est un pseudo. Je ne suis pas né sous ce nom-là. Et c'est le nom de ma chaîne parce que c'est un surnom qu'on me donne depuis que je suis jeune adolescent. Et du coup, alors, tu faisais allusion effectivement à ma chaîne YouTube que j'ai créée dans l'été 2020, si je dis pas de bêtises, en pleine pandémie. Hein. On peut dire que c'est peut-être une des choses qui m'a fait sauter le pas. Donc, j'ai commencé avec tout simplement des critiques de jeux, et puis globalement, après, j'essaie d'explorer d'autres horizons, toujours un petit peu autour du jeu vidéo. Là, ça fait quelques mois que je suis inactif sur YouTube pour la simple et bonne raison que j'ai déménagé. Et on va dire que j'ai pas juste changé de rue puisque je reviens en Suisse après avoir passé 3 ans au Japon. Donc voilà, c'est beaucoup de bordel pour déménager d'un pays à un autre. Et notamment, en ce qui concerne la chaîne YouTube et le côté plus technique, mon PC que j'ai envoyé il y a à peu près 7 mois bientôt est toujours pas arrivé. Donc voilà, c'est une bonne excuse, on va dire, pour pas avoir de quoi faire du montage. Mais je garde toujours dans un coin de ma tête et de mon disque dur plein de scripts, de débuts de scripts et d'idées pour de futures éventuelles vidéos. Bon, c'est l'essentiel. Au programme, on reviendra sur les titres auxquels on joue en ce moment, puis on enchaînera avec un jeu qui définit Kipo, jeu que Néo et moi aurons choisi parmi une liste de jeux qu'il nous aura soumis, et qui sera à la base d'une discussion sur l'approche de notre invité vis-à-vis du média, avant de finir sur nos recommandations. Et là, je me dois de trancher sur qui commence avec son ou ses jeux du moment. Normalement, je devrais dire les invités d'abord, mais pour ne pas trop t'intimider en braquant tous les projets sur toi dès le début, Kipo, je vais plutôt laisser Néo commencer si tu l'acceptes. Je te laisse donc la parole Néo, à quoi joues-tu en ce moment? En ce moment, je joue à Final Fantasy XIV A Realm Reborn. J'espère que mon accent est pas trop dégueulasse. A Realm Reborn. Donc c'est un MMORPG Final Fantasy qui a fait beaucoup de bruit depuis 2021, si bien que les serveurs sont encore complets. Quand j'essaie de me connecter, il y a toujours un petit temps d'attente parce qu'il y a trop de joueurs. Alors les MMORPG et moi, c'est une histoire assez compliquée. Disons que j'ai eu beaucoup de temps sur WoW, que j'ai adoré WoW, puis que je m'en suis lassé, et depuis j'ai eu beaucoup de mal à reprendre un MMORPG vraiment pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Mais Final Fantasy XIV, il a ce truc, il a quelque chose qui fait que j'ai envie d'y jouer constamment. Alors déjà, il a l'OST qui est franchement impressionnante, je trouve. Il a également sa structure en chapitres et son histoire. En fait, il a une trame principale qui nous fait un peu continuer, qui nous motive, qui nous dit tu fais pas tout ça pour rien, quoi. Il y a quelque chose derrière, il y a toujours une récompense. Et c'est pas un jeu qui est pensé pour te faire forcer à farmer, en fait. T'es pas obligé de faire 36 quêtes aller-retour et tout. Non, franchement, il y a une bonne narration, il y a un bon truc. C'est presque une histoire solo, en fait, des fois Final Fantasy XIV. Et c'est ça qui m'attire dessus. Ouais, moi c'est un jeu auquel j'ai vraiment jamais joué. C'est marrant parce que en ce qui concerne les MMO, j'ai un peu la même trajectoire que toi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup joué à WoW un temps, mais c'est pratiquement le seul MMO auquel j'ai jamais touché, à part des petites exceptions. Mais c'est vrai que ce FF14 fascine beaucoup, je trouve. Enfin, c'est un cas d'école assez passionnant à regarder. Alors pour ma part d'assez loin, mais déjà il me semble un bon exemple de jeu qui avait été un espèce de flop à sa sortie et puis qui a littéralement qui a eu une résurrection, quoi, qui semble être, je pense, un des exemples les plus flamboyants de ce genre, enfin, dans l'univers du jeu vidéo, on va dire, dans l'industrie du JV. Et puis également, effectivement, le fait il représente peut-être un espèce de renouveau du genre même MMO, parce que c'est vrai que c'était un genre qui me semble était tombé en désuétude, et puis aujourd'hui
il semblerait qu'il y ait un réel engouement autour de ce jeu en particulier, et j'imagine que ça entraîne derrière, ça entraîne une sorte d'inertie. On peut penser au jeu de Amazon Game Studio, New World, qui a eu un succès tout relatif, mais voilà, j'ai l'impression que ça peut peut-être, ce jeu-là peut peut-être un peu participer à un renouveau de ce genre. Je sais pas ce que vous en pensez. Plus FF que New World en tout cas. Oui, bien sûr, c'est celui-là que je parlais. Non, justement, moi, ma trajectoire vidéoludique concernant les MMO est vraiment différente parce que ça m'a jamais intéressé en fait. Je me suis penché sur Tezo. Tezo qui m'a pas mal plu pendant... Mais en fait, c'est parce que c'est la composante solo qui m'a plu dans Tezo. Donc, il y a aussi Star Wars SWTOR qui m'intéresse. Mais là encore, c'est la composante solo. Et pareil pour FF14, même si j'aimerais bien jouer avec des amis à FF14 parce que ça a l'air de surélever l'intérêt du jeu. Même si l'histoire est ce qui m'intéresse le plus dans tout ça. Ouais, par contre, l'histoire, elle met du temps à démarrer. Franchement, la première extension, Rim Reborn, c'est énormément d'exposition et tu risques de t'embêter par moment. D'accord. Le fait de pouvoir quand même les pratiquer en solo sans que ça soit pénalisant, je pense que c'est vraiment un coup de génie de la part des personnes qui sont derrière, parce que effectivement, typiquement moi, c'est vrai que même dans mes années WoW, ce que j'adorais dans le jeu, c'est explorer le monde, et très souvent en fait en solo quoi. Mais c'est vrai que ça te permet pas d'évoluer, on va dire, aussi fluidement que si t'étais à plusieurs quoi. Alors du coup, moi je me pose la question, est-ce que à qui veut parler de son jeu du moment, vers qui, Kuru ou Kipo? Moi je peux y aller, ouais, bien sûr, si vous voulez. Bah c'est parti, hein. Eh ben, alors on se tourne vers toi, Kipo. À quoi joues-tu en ce moment? Tournez-vous. Alors je parlais tout à l'heure du fait que j'ai toujours pas reçu les colis contenant mon PC, et le moniteur et compagnie. En revanche, j'ai reçu mes premiers colis la semaine dernière. Après 6 mois, je suis déjà rassuré de savoir qu'ils sont pas perdus dans la nature. Et dans ces colis, il y avait entre autres toutes mes cartouches de jeux Switch. Et également de la Xbox 360 et compagnie. Mais c'est surtout vers la Switch que je me suis retourné. Faut dire que j'avais un peu délaissé cette console ces dernières années carrément, parce que voilà, d'autres possibilités de jeu. Et j'étais évidemment parti du Japon en embarquant la Switch sous le bras, parce que je me doutais bien qu'elle allait avoir un petit temps de flottement avant de recevoir le reste de mes jeux. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais j'avais quand même bien fait de prendre cette console qui reste quand même ultra utile, ultra pratique, quoi, autant à la maison qu'en déplacement, quoi. Et par contre, j'avais eu la bonne idée de prendre juste la Switch et pas les cartouches. Alors j'ai quand même un certain nombre de jeux, on va dire, dans la console auxquels j'ai pu m'adonner, mais c'est vrai que voilà, j'avais plein de jeux qui me titillaient un petit peu, notamment un certain Dark Souls. Auquel je pouvais tout simplement pas jouer sans avoir la cartouche, et évidemment j'allais pas racheter un jeu plein pot, surtout que les jeux Nintendo sont en général, si c'est soldé, pas de beaucoup. Et du coup ni une ni deux, en recevant ce colis, la première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir la boîte de Breath of the Wild, de me replonger dans ce monde ouvert. Bon, faut dire évidemment derrière il y avait un petit peu l'idée de patienter avant un autre monde ouvert que j'attends comme énormément de gens, qui est évidemment Elden Ring. C'est un petit peu ma manière de patienter avant, de me replonger dans un monde ouvert qui est donc celui de Breath of the Wild, qui est, je pense, à ce jour, et c'est pas juste moi qui le dis, hein, ça a l'air d'être, il me semble que c'est approuvé par la majorité, que c'est un des mondes ouverts les plus riches, les plus prenants. Il y a quelque chose d'évident dans ce jeu. N'importe quel point de la carte est atteignable à pied, en planant, à dos de cheval, etc. Je sais pas, il y a quelque chose d'aventure ultime dans Breath of the Wild qui marche à tous les coups. C'est-à-dire qu'après avoir retourné le jeu dans tous les sens, je me suis repris à relancer une partie depuis le début en me disant je lance juste 1 heure, à la limite je finis le plateau du prélude, et puis j'ai quand même engouffré une dizaine d'heures cette semaine. Et je pense qu'avant Elden Ring, ça va être compliqué de le lâcher. Et puis hier, j'ai relancé Mario Kart 8. Voilà. Donc dans les grands classiques de la Switch, enfin, j'allais dire de la Switch, même si les deux sont sortis à la base sur Wii U, qui est un jeu sur lequel j'ai aussi passé
un certain nombre de dizaines d'heures. D'ailleurs, il est possible que sur un certain Discord, j'ai vanté mon niveau à ce jeu. Faut peut-être que je revienne là-dessus. Hein. C'est vrai que c'est pas comme le vélo. Alors évidemment, je sais toujours jouer à Mario Kart, mais j'ai perdu mon niveau. C'est incroyable. Je sais plus jouer, quoi. Enfin, je sais toujours comment ça fonctionne, mais putain, je suis mauvais. J'ai perdu mon niveau. Mais du coup, c'est pas plus mal parce que ça me donne une raison de le relancer tous les jours pour me dire, allez, non, c'est pas possible. Je peux pas me faire défoncer à ce point-là. Il faut que je pratique un peu là. Voilà. Donc, je relance un petit peu ces deux classiques en ce moment. C'est un peu à ça que je joue. Pour revenir sur ce que tu disais de ce qui était aventureux et un monde qui t'invitait à la découverte dans Breath of the Wild, en fait, je résumerais juste ça en disant que c'est un des mondes ouverts les plus ouverts finalement. Ouais, absolument. Ouais, c'est une formule qui cristallise plein d'éléments. Enfin, ils ont pas inventé grand-chose hein, chez Nintendo avec ce jeu-là. Moi, je me rappelle, en ayant lancé le jeu la première fois, j'ai tout de suite pensé à... On peut évidemment penser à Ubisoft avec les fameuses tours, mais qui ici... Enfin, tu sais, en plus, en ayant lancé le jeu, t'as cette fameuse cinématique la première fois que tu débloques en fait les tours et que tu les vois sortir du sol un peu partout dans le monde. Juste ce petit bout de mise en scène, il explose tout ce que Ubisoft a pu faire en termes de world building. Oui, donc là, ça c'est vraiment un élément typiquement qui est assez évident de quelque chose qui a été littéralement repris à une formule, en l'occurrence à Ubisoft. Moi, j'avais aussi beaucoup rapproché pas mal d'éléments du jeu à The Elder Scrolls, du coup, notamment Skyrim, évidemment. C'est une évidence que les personnes qui sont à la base de ce projet ont joué à Skyrim. Mais là aussi, je veux dire, après avoir joué à Breath of the Wild, alors Skyrim reste un super jeu, mais la proposition qui est faite par Nintendo est largement... elle enterre en fait tout ce qui existe... Et je pense que ça va être compliqué pas de détrôner, c'est pas l'idée, hein, mais d'arriver à une ouverture telle que celle qui a été proposée par Nintendo avec ce jeu. Et évidemment, pour moi, il y a un prétendant que j'évoquais tout à l'heure qui arrive. Et je pense que From Software peuvent aller marcher dans la cour de Nintendo avec Elden Ring. C'est certain. Je pense déjà, quand tu parlais des références à Ubisoft, elles sont évidentes effectivement, mais comme tu le disais là encore, elles vont beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement des tours dans lesquelles tu actives un truc et après ça dévoile tous les éléments sur la carte. C'est une tour que tu actives, ça dévoile les environs, mais ça dévoile les environs de la carte, ça dévoile pas les lieux clés. Et c'est les lieux clés, c'est toi qui dois les trouver en regardant avec ta loupe, avec tes jumelles, et ça change tout en fait, de tout ce qui est la découverte et tout, et c'est ça que beaucoup de gens sont passés à côté de ce détail, alors que c'est loin d'être un simple détail, quoi. C'est quelque chose d'essentiel dans la construction de l'aventure. Voilà. Exactement, c'est au centre de la proposition. Ouais. Oui, mais c'est vrai que tu parlais de monde ouvert, réellement ouvert, il y a un côté... Quand je disais un peu évident, c'est-à-dire que pour la première fois, il me semble, peut-être pas la première fois, mais pour une des premières fois dans un jeu, on avait vraiment l'impression, et c'est toujours le cas, hein, à part effectivement le fait qu'après avoir laissé le jeu pendant un certain temps, le côté graphique pique un peu les premières 10 minutes, on va dire. Effectivement, mais en dehors de ça, ce côté-là, ce côté ouvert, ce côté organique même, c'est un terme qui a été beaucoup utilisé, pour qualifier ce monde ouvert. C'est difficile de mettre des mots dessus tellement comme je disais, c'est évident. C'est-à-dire que c'est vraiment la retranscription de ce vieux fantasme de jeux vidéo, de se dire, voilà, c'est l'aventure ultime, c'est-à-dire que je vais où je veux, je fais ce que je veux. C'est ça en fait en gros. Et tout est possible. Et puis il y a plein de choses, comme tu disais aussi, le fait qu'on nous dévoile pas les points sur la carte, ça c'est évidemment quelque chose qui concerne l'exploration, mais il y a plein de petits détails qui ont déjà été explorés dans de nombreux ouvrages ou vidéos, ce que tu veux, où les possibilités de ce fameux gameplay émergent qui est proposé par le jeu font que, même encore, là je me suis surpris à essayer un truc, à se dire, tiens, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis, dans la grande majorité du temps, il va se passer ce que tu espères sans que le jeu te le dise, en fait. C'est vraiment... Tu as des intuitions comme ça qui font et qui sont toujours récompensées en fait par le résultat que tu ne faisais qu'imaginer jusqu'à maintenant, et là en fait qui s'offre à toi de manière organique, quoi. C'est vraiment un tour de force, quoi. Faudra que je revienne dessus de mon côté parce que je l'avais fait à peu près l'année de sa sortie. J'avais joué, on va dire
une dizaine d'heures, et j'avais pas tant accroché que ça. Ça m'avait pas forcément parlé, mais ouais, je réessayerai peut-être un de ces quatre. Non, je peux comprendre que ça puisse laisser des gens un peu sur le carreau. Mais ce qui est sûr, en fait, c'est que c'est un jeu qui est d'une générosité infinie, en fait. Et évidemment, si ça te parle pas forcément, bah, c'est pas grave. Mais à partir du moment où tu veux aller y chercher quelque chose et faire peut-être l'effort de te l'approprier, le jeu va pouvoir t'offrir plus que ce que tu peux, plus que ce que tu peux espérer, en fait, pour ce que normalement on espère d'un jeu vidéo, quoi, je trouve. Il y a quelque chose de fou dans cette proposition. Bah, la prochaine fois que je fais un Ubisoft que j'en ai marre, j'irai faire Breath of the Wild. Ça ira mieux. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Eh bien écoutez, je prends la parole à mon tour pour mon jeu du moment. Alors un jeu que je n'attendais pas de faire, mais c'est Néo qui l'a acheté, et vu que j'ai son compte PS4, eh ben, je me suis dit ok. Allez, bon plan, ouais. Ouais, bah ouais. Hein. Et ce jeu, c'est Marvel, les Gardiens de la Galaxie. Alors je suis très surpris de ce que je vais dire, mais j'aime beaucoup ce jeu. Pas sur tous les points, on va y revenir, mais globalement, bah, je trouve que c'est une franche réussite. Déjà, le jeu est très beau, hein, il y a une diversité des planètes qui est assez convaincante, il y a une technique qui est fort réussie, donc le chara-design, tout ça, c'est plutôt engageant. Les effets de mouvement des vêtements, c'est toujours un truc que j'aime beaucoup, c'est très satisfaisant et bah, assez présent, donc on a notre Star-Lord... j'allais dire national, mais galactique. On a notre Star-Lord galactique qui se trimballe une veste qui vole au vent, et ça fait plaisir. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment marqué dans ce jeu, ce n'est pas le gameplay, hein, qui est très moyen, qui est beaucoup trop brouillon, qui demande des combinaisons de touches qui sont pas intuitives, c'est pas facile, hein, le gameplay. En revanche, l'écriture, là ça tape très juste. Déjà, faut savoir que la quantité de dialogue est totalement folle, ça ne s'arrête jamais, ce qui est assez stupéfiant. J'ai pas souvenir d'un jeu qui te parle comme ça sans cesse, mais encore et encore, qui te laisse rarement plus de 5 secondes de silence en fait. Alors autant on peut se dire comme ça, oula, ça tape pas un peu sur le système à la longue, mais vraiment, bon, si vous n'êtes vraiment pas dans le délire des Gardiens de la Galaxie, ça peut être compliqué. Mais écoutez, même moi qui suis très éloigné des Gardiens de la Galaxie, hein, notamment les films, j'ai pas lu les comics, hein, je ne lis pas de comics en général, très peu, ça m'a plutôt plu comme jeu. Donc, à voir, écoutez, je vous le conseille quand même si vous n'avez pas aimé les films. Bon, alors faut savoir que les Gardiens de la Galaxie 2, c'est mon Marvel préféré, je pense, avec Doctor Strange. Voilà, en général, c'est celui que les gens détestent parmi les deux, mais bon, écoutez... Hein... C'est parce que t'as compris, sur la fin, il est pas drôle, le film. Voilà, Attends. exactement. Moi, je suis pas venu voir un Marvel pour chialer. Ah, mais c'est parce qu'il y a Kurt Russell, c'est bon, on comprend, quoi. Voilà, non mais c'est peut-être pour ça que j'ai préféré le film en fait, parce que le 1 je le trouve absolument pas drôle, et toutes ses tentatives d'être drôle en fait il échoue, je trouve. Alors que le 2, bah il essaye d'autres trucs, il est sublime et tout, il y a plein de... Bon, je suis pas là pour faire une critique du film, mais voilà, globalement j'aime beaucoup le 2. Et donc ce jeu là, bah, il est très cool, donc notamment pour les dialogues, c'est très bien écrit aussi, hein. Il y a plusieurs blagues qui font mouche, donc ça passe du soufflage de nez à un rire franc, hein, en tout cas en ce qui me concerne, et la VF est excellente, surtout Rocket et Groot, et c'est pas une blague, je trouve la VF de Groot vraiment bonne, notamment parce que, si je dis pas de bêtises, en VO, Groot il dit juste « I am Groot ». Oui, je crois que c'est I Am Groot, il me semble. Ouais, il y a pas le jeu s'appelle Groot, donc en français il y a une subtilité en plus dans les dialogues qui fait que bah ça marche mieux. Ouais, subtilité qui fait que c'est chef-d'œuvre, j'imagine. Non, je plaisante. Non, bah alors un autre truc qui me gonfle un peu par contre, c'est les musiques, donc je me fous un peu. Elles sont dans le ton des Gardiens de la Galaxie, hein, mais j'ai toujours trouvé le délire rétro-nostalgique très relou. Donc voilà, c'est un truc sur lequel je bloque un peu, quoi. Ouais, c'était apparemment une très bonne surprise. Alors moi, c'est pas du tout un jeu qui m'attire, mais j'étais surpris un peu comme tout le monde de voir les critiques, et puis ben, tant mieux en fait qu'on puisse faire quelque chose qui sorte un peu des clous avec ces franchises-là. Donc c'est vrai que c'est un peu épuisant de voir ce qui tourne autour de, on va dire, ce que fait Disney avec tout ce qu'il rachète, quoi, globalement. Et qu'on ait comme ça de temps en temps une bonne surprise, tant mieux. Ça me fera pas y jouer, mais je pense que c'est pas plus mal de voir qu'au final il y a quand même des studios qui arrivent à faire des produits décents avec ces franchises-là. Toi Néo, t'en avais pensé quoi du coup Bah, de mon côté, j'ai joué une petite heure,
pas plus. Et ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les interactions entre les personnages. Il y a une alchimie vraiment qui est assez rare à voir dans des jeux vidéo, je trouve. Notamment Star-Lord et Rocket qui se chamaillent tout le temps, mais c'est hilarant. Genre, au tout début du jeu, il y a un embranchement entre deux chemins, et t'as Rocket qui dit ouais, prends à gauche parce qu'à droite c'est un cul-de-sac. Moi, je me suis dit, ok, je vais voir à droite parce que je suis un gamer, tu vois. Et je vais à droite, c'est un cul-de-sac, et là, il y a Rocket qui se fout de la gueule de Star-Lord, mais incroyable. Oui, bah voilà, mais on m'écoute pas de toute façon. À chaque fois, je dis un truc, il est pas là, voilà. Enfin, c'est fait. Genre, il parle dans son coin, il scelle, mais c'est génial. Il sale, pardon, mais c'est génial. Ouais, plein de trucs comme ça. Pareil, pareil dans le premier niveau, à un moment, il y a des espèces de, je sais pas, des cibles à la con sur lesquelles on doit tirer. Et il y a Rocket qui dit, ok, d'accord, le premier celui qui tire sur le plus de trucs comme ça, il a gagné. Et du coup, il y a un écran de score qui se met tout en haut de l'écran. Et j'ai remarqué que si tu gagnes, genre au début, si tu prends bien la marge, il y a Rocket qui va arriver en mode ouais non tu triches, alors maintenant mes points comptent double. Il se rajoute 5 ou 10 points, je sais plus aussi à un moment. Oui. Et c'est plein de trucs comme ça qui nous attachent en fait à ces personnages, qui les rendent qui rend crédible en fait leur relation, je trouve. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Après ouais, le gameplay il est ce qu'il est, quoi. Vraiment, j'ai passé le jeu en facile parce que je sais qu'il va me prendre la tête sinon. Est-ce que je peux en rajouter une couche? Bien sûr, bien sûr. Vous m'avez invité à venir, moi je m'installe, je mets mes gros souliers sur la table, et puis j'étale. Tu prends la parole, y a pas de problème. J'avais oublié de parler de Doom 64, en fait, auquel je joue sur Switch, puisque je possède toute la licence Doom, à part le tout dernier Doom Eternal sur Switch, et oui, y compris Doom 2016, que j'ai en cartouche, et qui d'ailleurs tourne plutôt bien sur Switch, hein, étonnamment. Mais évidemment, cette console est peut-être plus appropriée pour faire tourner des vieilleries, comme évidemment les deux premiers Doom, qui sont plus représentés. Mais un épisode de la série qui est peut-être un peu moins connu, c'est ce fameux Doom 64. Alors bon, je vais pas rentrer dans les détails de ce qui change par rapport aux deux premiers. Donc Doom 64, c'était un épisode qui est sorti sur Nintendo 64 qui était donc en 3D. Et puis c'est incroyable, quoi. C'est Doom. Et puis Doom, ça reste un des piliers de ce média qu'est le jeu vidéo. Je parlais tout à l'heure dans Zelda qu'il y avait quelque chose d'évident dans ce genre de jeu. Moi, c'est vrai que dans ce monde ouvert, là ça n'a évidemment rien à voir avec Breath of the Wild, mais il y a le côté aussi évident de juste j'ai des gros flingues et je tire sur des démons entre deux portes de l'enfer. C'est tout simplement une de mes licences préférées, Doom. Je m'en lasserai jamais, je crois, de cette formule. Alors il y a évidemment, comme dans tous les épisodes, y compris les derniers, ce défaut de la licence qui est des fois le fait de devoir trouver son chemin après avoir décimé tout le monde dans le niveau et de pas réussir à trouver la sortie. Bon voilà, c'est un moindre mal pour au final un jeu qui est absolument incroyable, Doom 64. Et si je peux encore en placer une très rapidement, vous inquiétez pas, après on peut passer à la Suisse. J'ai aussi terminé en fait plein de tout petits jeux. Du coup, je vais vite passer en revue rapidement ces derniers. Si ça vous ennuie pas, je fais ça rapidement. Voilà, comme dit, mes gros sabots, tout ça. Donc j'ai terminé aussi sur Switch Oxenfree, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc ça se finit en, je sais pas, 3-4 heures. Petit, alors j'allais dire Walking Simulator, je déteste ce terme, et puis là en plus c'est plus un point and click qu'un Walking Simulator, mais il reprend un petit peu, on va dire, la formule de ces jeux qui ont émergé récemment. Donc on peut penser évidemment à Firewatch pour les plus réussis. Là donc on est plus sur quelque chose de dessiné avec, comme je disais, plutôt une formule point and click en ce qui concerne le gameplay, une histoire assez touchante, assez bien écrite aussi, bien interprétée d'ailleurs par les voice actors, des musiques super, et puis un petit côté étrange qui est un mystère avec des dimensions parallèles qui moi me parle toujours. C'est pas exceptionnel, mais c'est très très bien. Down in Bermuda, ça c'est un jeu qui va peut-être parler à moins de gens. Moi j'ai une petite manie sur Switch, c'est de regarder quand il y a des soldes un petit peu des choses qui me parlent pas du tout parce qu'on n'entend pas parler
ça passe un petit peu sous le radar, mais qui vont peut-être me parler en termes de direction artistique, et là c'était le cas pour Down in Bermuda. Alors c'est un jeu d'énigmes ou de cherche-objet globalement, avec plusieurs îles qu'on va débloquer au fur et à mesure. Ça se boucle en 2-3 heures. Hein. Et c'est le genre de jeu que je teste de temps en temps. En gros, c'est quand je les chope à 1 ou 2 balles sur Switch. Et Down in Bermuda, c'était une très très bonne surprise. C'était vraiment, plutôt, c'est tout à fait un jeu que tu peux donner à un gamin. Hein. C'est même, je pense, le cœur de cible. Mais de temps en temps, tu vois, avec le café le matin, se faire 1 ou 2 petits niveaux de ce genre de petits jeux de puzzle, ça passe super bien. Donc Down in Bermuda, avec une DA très très chou. Et puis, pour un truc un poil plus glauque, j'ai fait cette semaine If on a Winter's Night for Travelers. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors ça avait fait pas mal de bruit l'année dernière, je pense. J'ai pas la date de sortie, je crois que c'est l'année dernière. C'est sorti sur Itch.io. C'est un point and click en fait qui est en plusieurs chapitres, qui à chaque fois raconte une petite histoire. C'est très très glauque, c'est très très même déprimant. Mais c'est déjà sublime graphiquement. Je vous encourage vraiment, je sais que vous avez les deux des acquaintances pour le genre du point and click. Je vous encourage vraiment à aller voir ça, c'est gratuit hein, si jamais. Sur Itch.io, et il est même sur Steam maintenant. Donc n'hésitez surtout pas. Enfin, je vous encourage même vraiment à le faire. If on a Winter's Night for Travelers. C'était vraiment une très très bonne surprise. Bon, j'en avais beaucoup entendu parler en bien, donc je savais vers quoi je me dirigeais, mais je sais que j'y retournerai. Après, vu que c'est des histoires très très courtes, ça même pas 1 heure pour chacune d'entre elles, il faut pas non plus espérer une proposition sans fin, mais c'est très très agréable. Il y a comme tous les point and click, après certains écueils qui peuvent être relevés, notamment au niveau du pixel hunting ou que sais-je, mais vraiment je vous encourage largement à faire ce jeu. Et pour finir, j'ai presque terminé. Et là, je ferai vraiment quelques secondes. J'ai fait Lighthouse Keeper sur Steam. Là, c'est encore plus court. C'est une expérience qui m'a pris 11 minutes sur Steam. Ça coûte 1 franc. Et là, on est presque plus du côté de l'expérimentation que du jeu réellement. Je ne vais pas trop en dire, mais ça s'appelle The Lighthouse. Et ça parle The Lighthouse Keeper, je veux dire. Et donc, ça parle d'un gardien de phare. C'est fait par un russe tout seul dans sa chambre, et graphiquement c'est très 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 singulier. On dirait que quelqu'un a filmé des plages sur lesquelles les vagues vont se cracher, et qu'ils ont passé ça sur le processeur d'un Game Boy, je sais pas, il y a 2 couleurs. Et pourtant ça bouge super bien. C'est très 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 singulier. Je vous encourage aussi à jeter un œil à ce Lighthouse Keeper si ça vous intéresse. Et c'est bon, là je vous embête plus, hein. Maintenant je vous rends l'antenne. Très bien, de bien belles recommandations. Ça fait beaucoup de jeux. Oui, ça fait... En général, on se dit, avec Néo, on se dit, t'as 1 ou 2 jeux 2 ? Ah ouais, quand même. Et toi qui poses, j'en ai 6. Ouais, minimum. Mais aussi, il faut dire, voilà, c'est la première fois que je suis invité dans un podcast, j'en profite. Ah oui, non, mais tu fais bien. pas de souci. Si je peux ramener ma science et raconter ma vie, pourquoi pas, On est là pour mieux te connaître. Tant que vous m'arrêtez pas, moi je continue. Hein. Bien, alors on a vu nos jeux du moment, il est temps d'entamer le gros morceau de l'émission. Ce n'est pas une insulte, un jeu qui définit Kipo. Je rappelle le concept, on a demandé à notre invité de nous soumettre une liste de 5 jeux sur lesquels on va revenir un par son prisme à lui, jusqu'au dernier jeu auquel Néo et moi avons joué ou rejoué pour cette émission, et sur lequel on reviendra plus en profondeur. L'occasion parfaite d'en apprendre plus sur ces jeux et sur Kipo au travers d'une interview qu'on a un peu déguisée, voilà, je pense qu'on peut le dire. Voilà, donc pour juste les jeux du moment, j'ai fait 20 minutes, là on va faire 5 jeux qui m'ont marqué, donc pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez la soirée devant vous. Après, on va essayer de faire rapide quand même pour les 4 premiers jeux pour vraiment se réserver pour le 5e. Non, je plaisante. N'hésitez pas à me couper si je fais trop long. Hein. Oui, t'inquiète. S'il y a besoin, on fera stop. J'en peux plus. Arrête.
Bien, alors, Bien, bien, bien. le jeu qu'on a choisi, tu ne le connais pas. Enfin, tu le connais, mais je veux dire, on t'a pas dit lequel on avait choisi. Non, j'ai une petite idée, mais je me réjouis de voir lequel c'est. Ouais. Et ben, du coup, on va faire les 4 premiers d'abord. D'accord. Et tu vas, du coup, petit à petit, tu vas bien deviner lequel on a Oui, choisi. oui, oui. Par Alors, élimination. en quelques mots, pourquoi Monkey Island 3 ? Ah bah tu vois, je pensais que c'était celui-là que vous aviez choisi. Eh ben Pourquoi non. Monkey Island 3 Eh bien parce que c'est un super jeu, voilà, tout simplement, merci, à bientôt. Non, alors Monkey Island 3, bah parce que c'est un de mes premiers jeux, j'aurais pu vous parler de Chevalier et Camelot, une espèce de STR des années 90 qui m'a beaucoup marqué comme l'un de mes premiers jeux, mais quand je repense à l'enfance, on va dire à mon enfance de joueur, et bien c'est évidemment toujours vers The Curse of Monkey Island, donc Monkey Island 3 que je me tourne, puisque j'y ai passé non seulement des heures mais surtout des très très bons moments. La formule Monkey Island, on la présente plus, hein, c'est LucasArts aux commandes, la grande époque de LucasArts qui explosait tout en termes qui ont redéfini même, on va dire, le genre du point and click à l'époque. Et je n'ai pas joué à Monkey Island 1 et 2 avant, je suis directement passé au troisième, c'est un copain qui me l'avait gravé à l'époque, les CD de ce jeu. Et puis on rentre dans une aventure de piraterie extrêmement décalée, puisque il est question d'un humour très souvent assez absurde, très écrit, mais très bien écrit, et avec notamment une présence assez récurrente de... Mince, comment on l'appelle quand c'est pas la bonne époque. Ah, Ah, tu vois, hein. Attends, anachronisme, voilà. Anachronisme, merci, voilà. Je la refais. Une présence récurrente d'anachronisme, j'ai réussi à retrouver ce mot, dans toute la série, hein, mais c'est vrai que dans celui-là, c'est très prononcé. Et puis, ce qui fait que ce jeu-là se démarque des deux précédents, c'est toute la partie graphique qui est absolument sublime. Mais bon, encore aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride. C'est un jeu qui nous proposait réellement de jouer à l'intérieur d'un dessin animé, hein, tout dessiné à la main, avec une direction artistique non seulement magnifique, mais qui se prête énormément à cette formule, en fait. C'est-à-dire que le dessin lui-même est raccord avec l'humour et le propos du jeu. Un propos qui vole jamais bien haut, hein. Voilà, c'est un jeu, je trouve, hilarant, très bien écrit, très bien interprété. Les voix françaises sont absolument géniales. Et surtout, il y a une raison qui fait que j'aurais pas pu ne pas mettre ce jeu, c'est la musique composée par Michael Land. Donc on connaît tous, je pense, le thème, hein, de Monkey Island, qui est à mes yeux une des plus belles pièces de thème épique jamais écrite. Mais la BO entière du jeu est en fait non seulement incroyable, je trouve, mais moi m'accompagne encore aujourd'hui. Si jamais vous faites partie des gens qui regardent mes vidéos, déjà je vous en remercie. Mais surtout, sachez qu'il n'y en a pas une seule dont il n'y a pas eu une grande partie du processus d'écriture notamment qui s'est faite sans écouter la BO de Monkey Island 3. Je l'écoute très 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 couramment en bossant. À un point où c'est même ton outro. Ah oui, effectivement, oui, c'est vrai. Oui, l'outro l'outro de mes vidéos, c'est un remix techno du thème de Monkey Island. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. D'ailleurs, même, il y a une autre musique que j'utilise dans mes vidéos, c'est quand j'adopte un propos un peu décalé, justement, dans mes vidéos, quand je fais un peu des blagues, je mets une musique de fond avec qui est très légère. Et qui vient par contre, elle, de la BO de Monkey Island 4, auquel j'avais beaucoup joué, là faisait un passage un peu risqué à la 3D. C'est pour à peu près tout le monde considéré comme le moins bon épisode de la saga, le 4. Il reste excellent, hein, je trouve. Mais effectivement, la 3D faisait un peu piquer un peu, je veux dire, en termes de gameplay pour le 4. Et je précise une chose, je n'ai toujours pas fait les deux premiers. J'y ai joué, hein, mais je les ai jamais fait vraiment en entier. Mais ça ne saurait tarder, hein, je vais bien y passer un jour. Est-ce que vous avez joué, vous, à cette saga ou pas ? Pas du tout. J'ai commencé le 1.
mais je l'ai pas fini. Bah, c'est marrant, alors c'est un hasard, hein. J'y avais même pas pensé, j'avais pas pensé au fait qu'on enregistrait aujourd'hui, hier, en lançant ta critique, pardon, de Runaway. Et puis, ça m'a pas forcément donné envie d'y jouer, parce que j'ai pas le temps de jouer à ça en ce moment, mais ça a l'air d'être un jeu super. Mais par contre, vraiment, ce que je me suis dit en voyant ta critique, c'est qu'il faut que tu joues à Monkey Island 3, en fait. plus qu'aux deux premiers, hein, là, parce que tu faisais allusion à la direction artistique magnifique, je crois, hein, que c'est le mot que tu t'employais pour Runaway. Voilà, Monkey Island 3 à côté, c'est quand même autre chose. Hein, ça parle mal dans l'émission. Je plaisante. Hein, ok, je vois. Je suis là pour envoyer des fions, hein, évidemment, fallait pas m'inviter. Hein. Ok. Donc voilà, Monkey Island 3, okay. Très très important pour ma petite vie de joueur. Deuxième jeu, du coup, passons à Okami. Pourquoi Okami 2006, développé par Clover Studio. J'ai fait une chronologie, j'ai envie de la mentionner. Voilà. Oui, je te remercie. Oui, c'est bien de recontextualiser. Alors pourquoi Okami ? C'est le dernier jeu que j'ai fini. C'est pas vrai parce que j'ai commencé ce podcast en parlant de tous les jeux que j'ai finis la semaine dernière. Mais bon, ce sont des petits jeux, hein, voilà, ça se fait rapidement. Alors que Okami, c'est quand même une trentaine d'heures. Ouais. Mais c'est un jeu que j'ai fait, là, je l'ai terminé il y a quelques semaines. Et ça a été un réel coup de cœur. Inattendu, ça faisait des années que Okami me faisait de l'œil. J'avais même déjà lancé le jeu sur Wii il y a 3-4 ans. Et puis, évidemment, c'est un jeu qui... Et c'est je pense, la raison qui fait que la majorité des gens se lancent dedans, c'est la proposition artistique et visuelle du jeu qui est, évidemment, je pense, l'argument numéro 1 quand on pense à Okami. Mais le jeu m'avait laissé sur la touche pour son côté bavard. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut relever par rapport à Okami. Notamment le début du jeu est insupportable par rapport à ça. Hein. Il met 2-3 heures à se lancer. Hein. Ouais. C'est beaucoup de blabla. Pas inintéressant et pas on va dire, pas chiant, mais trop long et trop... Voilà. Ça, c'est une histoire de rythme qui est effectivement un peu problématique. Mais si on fait l'effort d'aller un peu plus loin que ça, c'est une proposition incroyable Okami. Donc c'est, je rappelle, l'histoire de... On incarne Okami Amaterasu qui est la déesse du soleil, donc une des déesses, la déesse principale, on va dire, de la religion Shinto au Japon. C'est vraiment le mythe fondateur du pays qui raconte l'histoire d'Amaterasu. Et puis donc on incarne ce loup dans lequel l'esprit de la déesse s'incarne. Dans ce qui est un Zelda-like, on va dire, voilà, c'est vraiment ça, hein. Structure très qui peut vraiment faire penser à Ocarina of Time par exemple, avec une direction artistique, comme je l'ai dit, qui est à couper le souffle et qui se présente à nous sous la forme du cel shading. Je m'excuse, Kourou, comment est-ce qu'on dit en français déjà ? Ombrage de celluloïde. Merci bien, c'est vrai que comme toi, je trouve que ce terme-là sonne beaucoup mieux, donc je vais essayer de le mémoriser pour la suite. Ombrage de celluloïde, merci bien. Donc, un cel shading, je vais quand même passer par le terme anglais si tu m'en veux pas pour aller plus vite. De toute beauté, qui est d'ailleurs un des premiers jeux à avoir instauré cette technique-là. Et puis, je m'attendais pas à un jeu aussi profond, aussi drôle, aussi plein de choses. Mais évidemment, en fait, ce qui m'a fait, on va dire, craquer sur le jeu, et puis fait que je n'ai pas pu m'en défaire pendant 2-3 semaines pendant lesquelles le jeu m'a accompagné, c'est en fait le fait de retourner au Japon, parce que moi j'ai déménagé il y a 6 mois, je suis parti du Japon fin juillet, et puis j'étais très très content de retourner dans mon pays natal que j'avais pas vu depuis 3 ans, j'ai retrouvé des copains et tout, mais en fait là il y a quelques mois, 2-3 mois, j'ai commencé à avoir le mal du pays, le Japon me manque, et c'était pas le but en fait en lançant Okami, je l'ai lancé vraiment parce que c'était un peu, je le faisais pour la culture, c'est comme quand on lance
un jeu ou un film important, juste pour un peu la curiosité. Mais ce qui m'a fait rester, c'est vraiment ça, c'est le fait de me retrouver plongé dans un Japon, pour le coup, j'allais dire féodal, mais c'est même plus que ça, parce que là on est vraiment dans un Japon folklorique, hein. C'est vraiment c'est des contrées imaginaires inspirées du folklore japonais. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin pour moi, ce qui a été ultra intéressant, c'est que donc, au Japon, moi j'ai été guide touristique, et donc j'ai beaucoup appris de la culture japonaise, surtout en ce qui concerne le folklore et l'histoire et la spiritualité. Et donc plein de symboles qu'on est amené à parcourir au cours du jeu, moi me parle d'autant plus que c'est quelque chose duquel je parlais à mes clients, à mes clients dans mes visites touristiques. Quelque chose que je connais peut-être un peu plus que, on va dire, le commun des mortels, vu que ça a été mon métier, quoi. Et du coup, j'ai, je pense, d'autant plus apprécié cette expérience que tu sais, sans arrêt, j'étais là, j'ai la ref, ça, je sais ce que c'est. Et du coup, c'était extrêmement agréable aussi de se rendre compte du travail qui a été effectué pour tous les petits détails qui, pour beaucoup, vont être que de la déco. En fait, tu te rends compte que réellement, ça fait allusion à quelque chose d'extrêmement concret dans la culture japonaise. Est-ce que vous y avez joué, vous, à Okami? Je sais plus, je vous avais demandé, mais je me rappelle plus de votre réponse. Alors je l'ai pas fait de mon côté, mais ouais, je suis un peu comme dans ton cas. Il m'attire depuis un bon petit temps, et peut-être que je le ferai un de ces quatre. Je sais pas du coup si toi tu l'as fait, Kourou, mais vraiment je vous encourage si vous avez l'occasion à le faire, d'autant que, bon là je l'ai fait sur Switch, hein, je précise, et puis je l'ai chopé à 10 balles. En fait il est 20 balles sur Switch, mais il est très souvent à moitié prix, donc vraiment n'hésitez pas. Ouais, moi je l'ai recommencé là hier soir. Ah bah voilà. Donc j'en suis à 3 heures. C'est ce que j'avais atteint la Bah, c'est dernière bon, fois. Donc, le jeu commence. voilà, c'est bon. ouais, c'est ça. Voilà. Bon, évidemment, vu qu'on essaie de faire court, je vais pas m'attarder sur plein de choses qui constituent ce jeu, notamment le fameux système de pinceau qui est, je trouve, très très bien trouvé. Sur Switch, c'est Qui encore fonctionne mieux. bien d'ailleurs avec le tactile Ouais, de voilà. la Switch. Mais voilà, il y a tant à dire sur ce jeu, et j'aimerais d'ailleurs peut-être un jour écrire dessus, faire un petit peu une vidéo comme un peu celle que j'avais pu faire pour Subnautica, c'est de rentrer un peu dans les détails notamment évidemment en ce qui concerne tout le côté culturel et folklorique qu'il y a derrière. D'accord. Eh bien, prochain jeu. Néo, vas-y, je t'en prie. Toi qui as si bien pris tes notes. Bah, prochain jeu, c'est Alan Wake, sorti en 2010 et développé par Remedy Entertainment. Eh oui, Alan Wake. Alors là, on va pouvoir faire d'autant plus court que vous en avez beaucoup parlé dans ce podcast, il me semble, et notamment récemment, hein, il me semble. Oui, le dernier. Voilà, donc tu étais revenu sur ce jeu, et je te rejoins beaucoup sur tout ce qui concerne le gameplay, effectivement. Moi, c'est une des choses qui m'a fait adorer ce jeu. Par contre, la narration, moi, elle me parle plus qu'à toi, j'ai l'impression. Sans doute. Je vais pas dire que j'ai aimé l'histoire qui, elle, est pas casse pas trois pattes à un canard, mais la narration en elle-même, la manière dont c'est raconté, même si c'est très, ça me manque énormément de subtilité et c'est très gros sabot, moi ça me parle beaucoup. Je trouve c'est un peu naïf, mais et assez assumé. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font, hein, avec ce côté, gros sabot à la Stephen King et compagnie. Bref, pourquoi est-ce que j'avais choisi Alan Wake? C'est parce que là aussi on est sur un jeu qui a été très important dans ma vie de joueur, un jeu un peu pivot. Alors je vais essayer d'éviter de raconter toute ma vie, mais en gros, il y a eu une grosse période pendant laquelle j'ai très peu joué. En fait, d'ailleurs, ça fait pas très longtemps, hein, que je joue beaucoup et que je m'intéresse réellement au jeu, plus qu'en tant que juste simple divertissement. Et ça, cette période-là, la période à laquelle j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo en tant que média, je sais pas. Ça a commencé entre autres avec ce jeu-là. Et d'ailleurs, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté sur ma toute première console, qui a été une Xbox 360. Avant ça, j'ai toujours que joué sur PC. Et donc, c'était à la fin de la carrière de cette bonne vieille 360. C'était juste avant la sortie des consoles de... C'est quoi, 7ème génération, 8ème génération 8ème, je crois. Ouais, juste avant la One, en gros, et la PS4. Que j'ai acheté une 360. Et du coup, j'étais très, très peu au courant de l'état de l'industrie et de ce qui sortait de l'actualité, on va dire, du JV. Et c'est à ce moment-là, en essayant de m'y intéresser un petit peu, que je tombe sur cette proposition Alan Wake, qui me
parle tout de suite. Le pitch du jeu, la pochette, même le nom du jeu, tu sais, il y a quelque chose aussi qui est... C'est un nom qui parle, hein, je trouve, Alan Wake. Ouais. Il y a un côté très... en termes de marketing, ils ont su faire, hein, c'est bien Remedy, hein. Remedy. Chez Remedy. Ouais. J'avais d'ailleurs fait Max Payne 2 quelques années auparavant. Et donc, ça a été non seulement l'une de mes portes d'entrée dans le monde de la console. Ça peut paraître bizarre, hein, surtout que tu vois, c'était à genre 23 ans, quoi. Ouais. Et puis, surtout, ça a été mon entrée. En fait, je pense, si je dis pas de bêtises, c'est tout simplement mon premier jeu d'horreur. Hein. C'est peut-être un peu gros de dire ça, mais c'est pas réellement un jeu d'horreur, mais Ouais, à tendance horrifique. À tendance horrifique. Et surtout, par contre, il coche quand même pas mal de cases de la formule survival horror, oui. qui, elle, a une définition peut-être un peu plus précise que celle de juste dire un jeu d'horreur. Et effectivement, toute cette ambiance, ce jeu, justement, évidemment, ce gameplay avec la lumière, qu'on a pu retrouver d'ailleurs dans d'autres jeux par la suite. C'est brillant, hein. Ce jeu-là est absolument brillant. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai énormément hâte de voir ce que Remedy va pouvoir nous offrir avec la suite qui est désormais annoncée. D'autant que Control fait partie de mes immenses coups de cœur des dernières années. Et je n'ai toujours pas fait le précédent jeu du studio qui s'appelle exactement Quantum Break, merci. Mais j'avais de toute façon l'intention de le faire, et le fait c'est toi qui en parlais récemment dans Kune. Oui, c'est possible. Ouais, tu m'as donné envie de lancer dessus, donc de me le lancer. Donc le jour où mon PC arrive et que je vais lancer mon abonnement au Game Pass, je pense qu'il va faire partie des premières expériences sur lesquelles je vais me lancer. Eh ben, si tu le relances, ce sera peut-être l'impulsion pour que moi je le finisse. Voilà, je t'en reparlerai en temps voulu. Est-ce que vous avez fait American Nightmare ? Ouais, du coup, ouais, il est sur le Game Pass maintenant, donc je suis en train de le faire. Moi, je l'avais chopé sur le GS, en fait. Il proposait à un moment dans leur fameux jeu gratuit Alan Wake et American Nightmare, que j'ai lancé, j'ai passé 2-3 heures, je l'ai pas fini, mais bon, j'ai pas été complètement séduit, mais pas non plus repoussé du tout, et puis il m'est tombé des mains pour une raison X ou Y, mais j'ai l'intention de lui redonner sa chance un jour. Et toi, Néo, tu l'avais fait ? Ouais, j'ai fait les deux. Le Alan Wake, je l'ai fait sur sa version originale sur 360. J'ai pas fait les DLC par contre. Et American Nightmare, je me souviens l'avoir fait. Je me souviens avoir adoré le méchant pour le coup. Genre, s'il y a une raison pour laquelle vous devez faire le jeu, c'est pour le méchant, parce qu'il me fume. C'est vrai qu'il est trop bien. Il me fait penser à Lucifer un peu. Je sais pas, j'ai pas la ref. La série. Bon super. Tout un programme. Et du coup, 4e jeu auquel on n'a pas joué pour l'émission Kourou et moi, c'est Dark Souls, sorti en 2011 et développé par From Software. Tout un programme. Ouais, Dark Souls. Ok, bon, vous avez 2 heures, c'est bon, on peut y aller ? Au secours. On a dit vite fait. Alors attention, 2 minutes, chrono. Non, je plaisante. Je plaisante qu'à moitié, en fait, parce que effectivement, je pourrais en parler pendant 2 heures. Je vais vous épargner ça. Mais bon, Dark Souls, alors, qui n'est plus à présenter. Par où commencer ? Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi Dark Souls ? Parce que c'est certainement le jeu qui m'a le plus marqué, c'est que le prénom, c'est-à-dire que c'est le jeu qui est le plus important, je pense, à mes yeux. Et quand je dis Dark Souls, en réalité, c'est un peu tout ce qu'il y a autour, hein, les 3 opus, et ainsi que Bloodborne, évidemment, et on peut même aller plus loin avec Sekiro. On va dire toute cette proposition de chez From Software à partir du moment où Miyazaki avait un peu les rênes, en sachant que j'ai toujours pas joué à Demon's Souls, mais évidemment pour ça il me faudrait une PS5 et il paraît que c'est en rupture de stock. En plus j'ai pas l'argent. mais non, Dark Souls, écoute, moi j'ai découvert ce jeu assez tôt en fait. Je pense que le 2 était déjà sorti, et puis
c'est un jeu qui m'a tout de suite fasciné, que j'ai... Alors, quel que soit le jeu de From Software, il n'y en a aucun que j'ai fait d'une traite du premier coup. J'ai toujours été un petit peu pas à pas à essayer d'avancer jusqu'à péter un câble et puis passer à autre chose. Et puis évidemment, bah, y a une sorte d'appel. C'est des jeux qui te laissent jamais sans y penser. Enfin, tu peux pas oublier un Dark Souls quand tu y as goûté et que ça t'a parlé, parce que je peux largement comprendre que ce soit une formule qui parle pas à tout le monde, mais notamment dans mon entourage, j'ai pu faire connaître ces jeux à certaines personnes pour qui c'est devenu une obsession, tout comme moi. Tu vois, il y a quelque chose de plus grand dans Dark Souls que juste un jeu vidéo ou une œuvre. Il y a quelque chose qui est insondable là-dedans. Ouais, qui dépasse le cadre de l'œuvre. Ouais. Qui dépasse le cadre, ouais, c'est largement ça, ouais. C'est une des œuvres en général, tu vois, qui aura le plus marqué son époque, je pense, j'en suis persuadé. Et en fait, on a encore pas même commencé, je pense, à voir l'étendue de l'impact que cette proposition va pouvoir avoir sur la culture en général. Je sais que ça peut paraître un peu grandiloquent de tenir de tels propos, mais j'en suis assez persuadé. Et on commence d'ailleurs à évidemment, alors les répercussions dans le monde du jeu vidéo n'ont pas tardé à se faire ressentir, mais je pense qu'à très très grande échelle, c'est un jeu qui va avoir un impact qu'on de la peine à mesurer à ce jour. Mais après, bon, bah, si on veut rentrer peut-être plus dans du concret, bon, bah, Dark Souls, voilà, est-ce que c'est le premier... C'est pas le premier Souls que j'ai terminé. Le premier, c'était Bloodborne, qui n'est donc pas un Souls. Bloodborne, qui est certainement le jeu que j'ai le plus terminé dans la série. J'ai terminé Dark Souls il y a pas longtemps, en fait, hein. Je l'ai terminé sur Switch. D'ailleurs, pour la petite histoire, je l'avais donc acheté en boîte au Japon parce que j'avais un exemplaire de Dark Souls sur Xbox, mais que j'avais acheté sur le store à 10 balles. J'avais envie de ma version boîte, tu vois, de Dark Souls. Et du coup, j'ai chopé le remaster sur Switch, sans faire gaffe à un petit détail, hein, qui est que donc au Japon, en fait sur Switch, la majorité des jeux, quand tu les achètes dans un autre pays, plein de jeux en tout cas peuvent, quand tu les lances sur ta console, ils vont être directement en fait traduits, enfin pas traduits, mais la Switch va automatiquement lancer la version dans la langue du système. Mais c'est pas le cas de tous les jeux. Et j'avais pas checké le fait que Dark Souls était effectivement que en japonais quand on prend la version boîte au Japon. Et j'ai quand même fini le jeu. Bon, après, c'est pas non plus une grosse fierté, c'est pas comme si j'avais joué au jeu en japonais en comprenant tout ce qui se passait, hein. Je connaissais déjà le jeu très très bien, donc j'avais pas besoin de lire les descriptions ou quoi. Et puis au pire des cas, j'ai pu aller checker sur internet quand je comprenais rien. À savoir quand même que j'ai discuté avec un pote une fois au Japon qui me disait, ah ouais, moi j'adore ce jeu. Alors lui, il a jamais joué à un seul Souls, mais il les a tous vus et revus sur Twitch, sur YouTube et tout. C'est un joueur, on va dire, par procuration de Dark Souls. Et donc japonais, un petit peu un ingénieur, tu vois, genre c'est pas... machin, et qui me disait que lui, par contre, qui me disait, ah non, mais t'as joué en japonais, mais comment t'as fait et tout. Puis je lui disais, non, mais t'inquiète, j'allais voir sur internet quand je comprenais pas et tout. Puis il me disait, ah ouais, je suis rassuré parce que même moi, la moitié des trucs écrits, je comprends pas, tu vois. Enfin, apparemment, c'est extrêmement poussé, même en japonais, les descriptions d'objets et tout, au point que même un type qui est ingénieur au Japon peut ne pas comprendre la moitié de ce qu'il lit. Pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport au côté évident de Breath of the Wild, j'en parlais comme du jeu d'aventure en monde ouvert ultime. Pour moi, il y a quelque chose dans Dark Souls aussi qui relève de l'évidence quand on parle un petit peu de ces fantasmes de jeux vidéo qu'on a, que l'imaginaire collectif a de qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que quoi un jeu vidéo, et puis le chevalier en armure qui rentre dans un donjon pour aller affronter des squelettes et des dragons. Je sais pas, c'est quelque chose qui, on va dire, depuis les années 80, ça relève de l'évidence, je trouve. Et là, Dark Souls l'offre, pour moi, de la manière la plus pure et la plus... enfin, c'est fou ce que je fais, quoi. Pour moi, c'est tout simplement le jeu le plus important factuellement à mes yeux, quoi. C'est-à-dire quand je réfléchis à quel jeu a eu réellement un impact
Sur moi, c'est ça, quoi. Comme moi avec Metal Gear Solid V. Ben, je pense, ouais. Et je précise, je suis très nul à ces jeux-là. je, je suis pas très bon. Mais j'ai quand même terminé, alors le 2, je l'ai terminé la semaine dernière, voilà, c'était le dernier qui me manquait à part Demon's Souls. J'ai terminé tous les From Software, et j'en suis pas peu fier finalement, même si voilà. Non, mais surtout, ce qui est fou, c'est que même en ayant terminé ces jeux, ça c'est une des choses aussi qui fait que ces jeux-là sont si singuliers, si particuliers, c'est qu'en fait j'ai cette impression d'avoir à peine éraflé le bout de la partie immergée de l'iceberg, tu vois ce que je veux dire? Dans toutes les facettes, dans tout ce que propose Dark Souls, on retrouve une sorte de richesse presque infinie qui est, je pense qu'il faudrait plus d'une vie pour vraiment avoir l'impression d'avoir fait le tour de Dark Souls dans tout ce que dans tous les aspects, hein, que ce soit du lore, de l'histoire, du gameplay, même de ce qui renferme en termes de contenu, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Dark Souls? Moi, j'ai passé des centaines d'heures littéralement et j'ai pas encore tout vu. Il y a des boss que j'ai jamais vus. Et là, je regardais hier une vidéo sur Dark Souls 2 que je viens de terminer. Bon, vu que c'est la première fois que je le faisais, évidemment, tu loupes des trucs, mais il y a des pans entiers, des zones entières où je suis là, mais attends, mais c'est où ça? Pourquoi j'ai pas vu ça? Enfin, c'est dingue, quoi. C'est absolument... C'est inexplicable, ce jeu, c'est fou, quoi. Moi avec MGSV, décidément. Ouais. Et Néo, toi, t'as fait un peu les Souls, les From Software, ou bien? Souls, alors c'est une série que je respecte énormément pour sa philosophie de la difficulté d'être comme ça, mais c'est aussi une série pour laquelle je n'arrive pas à y jouer. À chaque fois, genre, je fais le tuto, je me dis, waouh, c'est super cool et tout, j'aime beaucoup. Et puis, il y a forcément un moment où je lâche et j'arrive pas à revenir dessus. Ouais. C'est moi avec les platformers ou les jeux de stratégie, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Je peux tout à fait comprendre. Ouais, ça me rend triste d'entendre ça parce que je me dis, il y a tellement de gens qui auront jamais la chance de découvrir ça, tout simplement parce qu'évidemment, il y a des personnes pour qui c'est pas... ça accroche pas, quoi. Je peux tout à fait comprendre ça. Bah, peut-être qu'Elden Ring sera la porte d'entrée, hein. Mais beaucoup. Je suis persuadé que pour beaucoup de gens, ce sera le cas. Et c'est une très bonne chose, hein. Moi, je trouve, je vois d'un très mauvais œil un certain élitisme, quel qu'il soit, qui consisterait à dire qu'il y a que une certaine partie des joueurs, en l'occurrence, qui auraient droit à avoir accès à un certain pan du jeu vidéo parce que Get Good, je trouve ça complètement débile. Moi, je suis au contraire pour plus d'accessibilité, et surtout quand il s'agit de ces œuvres-là, tu vois. C'est typiquement le genre de truc où moi j'ai envie que tout le monde joue à Dark Souls parce que c'est simplement pour ce que ça peut t'apporter, quoi, parce que c'est fou, quoi. Je suis persuadé aussi, là on peut rentrer dans des considérations, si ce n'est philosophiques, enfin on va d'ailleurs pas se lancer là-dedans, mais moi je suis sûr que Dark Souls peut apporter beaucoup plus que juste du divertissement. Bah oui, pour beaucoup, ça a été une leçon de vie assez puissante. Ouais. Voilà, Dark Souls, un jeu incroyable. Et donc, si je procède par élimination, ça veut dire qu'il nous reste évidemment Fortnite. Oui, et voilà. Je suis content qu'on passe à ce jeu si important. Exactement. Je respecte les joueurs de Fortnite, évidemment, mais j'ai tenu 1 minute, je crois, sur le jeu. Et bah voilà, ça y est, le gars, il joue à Dark Souls, il joue pas à Fortnite, ça y est, l'élitiste là. Ça est fermé aux autres. Ah oui, non, mais moi je le dis toujours. Non, évidemment, le jeu, du coup. Alors, du coup, bah, là, j'ai deviné. C'est bien Horizon Chase Turbo. Oui, c'est exactement ça. Alors, on l'a choisi. Alors, Néo, je sais pas pour toi, parce qu'on s'est pas vraiment concerté. En fait, on s'est juste dit, on prend celui-là? Ok, on prend celui-là. Moi, j'étais curieux de voir ce que tu pouvais dire de ce jeu, en fait, parce qu'on s'attend un peu tous à ce que tu peux dire sur du Alan Wake, sur du Dark Souls, ou du Okami, même du Monkey Island. Alors que sur Horizon Chase Turbo, eh ben, ça m'intrigue. Ça m'intrigue aussi, et surtout, je pense que ça peut partir sur une bonne discussion sur le jeu, parce que je sais pas si j'aurai le même avis que vous dessus, pour être honnête. Ah. Ouais. Non, mais alors, parce qu'en fait, il était question de jeux qui ont été, qui m'ont marqué, qui ont été, on va dire, importants dans mon parcours de joueur, et c'est marrant que tu commences, Kourou, en parlant comme de quelque chose comme un peu d'une surprise, le fait que j'ai choisi ce jeu, parce que moi, ça m'a surpris autant que vous, en fait, pas de le choisir, mais que ce jeu me marque tant que ça. Parce que à la base, moi, les jeux de course, pour résumer, comme beaucoup de gens,
ça se résume à Mario Kart. Et quand même, j'ai fait une vidéo dessus, je ne peux pas ne pas mentionner Star Wars Racer. Ah oui. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pour moi, le jeu de course, c'était vraiment... Alors Mario Kart qui reste dans mon cœur à jamais. Je précise Mario Kart 8, j'ai très peu joué aux autres à part chez les copains. Mais en fait, ça c'est aussi, ça va être un très bon moyen de parler des bienfaits du Game Pass, à travers lequel j'ai découvert non pas Horizon Chase Turbo, mais un jeu qui s'appelle Hot Shot Racing, sorti en 2020, si je dis pas de bêtises. Hot Shot Racing, donc qui fait partie un petit peu de cette vague de jeux néo-rétro, donc en gros qui va reprendre le concept d'un jeu d'une certaine époque pour le retranscrire aujourd'hui avec les moyens actuels. Très souvent, donc du coup, une proposition un peu rétro, et je saurais même pas vous sortir de tête quel était le jeu dont s'inspirait Hot Shot Racing. Outrun ? Outrun, mais pas alors Outrun, là, ça serait plutôt pour Horizon Chase, si je dis pas de bêtises. Pour terminer juste avec Hot Shot Racing, donc c'est un jeu de course très arcade, très low poly en termes de... donc en 3D, très arcade, très low poly, super sympa. J'ai vraiment adoré ce jeu, et voilà, bon, il se termine rapidement, hein, Hot Shot Racing. Je parlais des bienfaits du Game Pass et du fait que on a tous vu ces news qui nous disent qu'en fait les jeux qui passent dans ce genre de proposition, que ce soit le Game Pass ou que ce soit les jeux gratuits de GS, en fait performent ensuite en termes de vente, et il se trouve que j'ai acheté Hot Shot Racing par la suite sur Switch, et ça a été le cas aussi de Horizon Chase Turbo, que j'ai pour le coup découvert sur OGS. Donc il a été donné l'année dernière sur l'Epic Game Store, et c'est justement parce que j'avais eu une bonne expérience avec Hot Shot Racing que je me suis dit je vais essayer ce Horizon Chase Turbo. Est-ce que j'ai pas dit Horizon Zero Dawn avant? Non. Il me semblait. C'est vrai qu'une fois sur deux quand je parle de Horizon Chase Turbo, je dis Zero Dawn, donc sorry si jamais je fais l'erreur, c'est un lapsus. Je suis pas le seul, c'est bon. Il est assez singulier ce jeu, on est un peu sur des rails plus que ce qu'on peut être habitué, enfin ce à quoi on peut être habitué, à savoir que il y a une espèce d'aide, tu sais comment on a l'aide à la visée dans les FPS, là on a un peu de l'aide au virage, les voitures tournent un peu automatiquement, faut dire que ça va très très vite, ça va super vite Horizon Chase, et donc il faut quand même un petit peu braquer quand on le demande, mais surtout en fait la particularité du gameplay de Horizon Chase Turbo, ça va être qu'on doit porter beaucoup plus d'attention au placement de notre engin, réussir à dépasser les caisses qui sont devant nous, et puis réussir à faire tout ça sans toucher les bords de la piste, puisque comme je l'ai dit, étant donné que ça va à une vitesse folle, le moindre impact ne fait pas de cadeau, hein, donc alors évidemment, il n'y a pas d'effet de caisse voilée ou quoi, ça reste très très basique dans la manière dont le jeu se présente à nous. Même visuellement, c'est pas très très beau. D'ailleurs, on ne sera pas étonné de savoir que le jeu est à la base un jeu mobile qui est sorti en 2018 à la base, et puis qui a été adapté ensuite aux consoles et sur PC également. Parce qu'il a eu un grand succès sur mobile, et ça se comprend parce que c'est un jeu qui, une fois qu'on a... Là aussi c'est un jeu qui nécessite de briser un peu la glace, de passer quelques heures à s'y habituer, mais une fois qu'on est dedans, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien dedans, quoi. Et surtout c'est un jeu qui est beaucoup plus long que celui dont je parlais tout à l'heure, Hot Shot Racing, qui se boucle en fait en une poignée d'heures, hein. Ici on a aussi une progression qui est assez original, dans le sens où on n'a pas, vous savez, comme très souvent plusieurs championnats composés d'un certain nombre de courses. Très souvent ça va être 4 courses d'affilée, et puis il faut avoir il faut être à la première place sur la moyenne des 4 résultats. Là non, on a un mode campagne qui est très très long, on a, je sais plus, une quinzaine de pays, à chaque fois plusieurs courses, mais en fait le résultat importe individuellement pour chaque course. En fait, il n'y a pas de notion de moyenne pour ce qui est de la campagne. Après, il y a des tournois
qui eux, par contre, vont se baser sur la moyenne des résultats. Tournois qui sont assez chauds d'ailleurs. Mais pour revenir un petit peu à la campagne, ce que je trouve très très intelligent, c'est que on commence tout doucement, et il y a pas aussi faut préciser qu'il n'y a pas de mode de difficulté dans ce jeu. En fait, la difficulté augmente naturellement, puisque on va dans chacune des cartes qu'on débloque au fur et à mesure avoir une course qui nous permet de débloquer une amélioration pour nos voitures, en sachant que les améliorations s'appliquent à toutes les voitures, d'accord ? Et donc, en gros, on va de plus en plus vite, on est de plus en plus efficace dans les virages, dans les dérapages, enfin, quoi qu'il n'y ait pas vraiment de dérapage dans Horizon Chase. Mais voilà, on a des voitures qui sont de plus en plus performantes, en fait, au fur et à mesure qu'on débloque des courses. Et en gros, plus on va vite, plus c'est difficile. Donc, en gros, la difficulté augmente de manière organique, en fait, tout au long de la campagne. Et si ça commence tout doucement avec des petites routes ensoleillées, très rapidement on va se retrouver avec des parcours déjà sinueux qui nous demandent de faire des virages au millième de seconde, parce que une fois de plus la vitesse augmentant, les réflexes doivent suivre. Et puis donc je parlais de parcours sinueux, mais il va y avoir en plus après des conditions météorologiques qui vont s'ajouter à ça. Je pense notamment à des courses de nuit sous la pluie qui font que la visibilité est atroce, et du coup on se retrouve à devoir sans arrêt regarder dans tous les coins de l'écran pour savoir déjà combien de tours on doit faire sur le circuit, parce que ça peut varier de un tour de circuit à une dizaine. On regarde la map pour savoir quand va arriver le prochain virage, parce que on n'arrive pas à voir devant nous, donc il faut regarder la carte, mais la moindre seconde d'inattention va te faire prendre de plein fouet la rampe sur le bord du circuit, et du coup tu perds des précieuses secondes. Il faut dire que donc toi, Kourou, tu m'as dit que tu as réussi à terminer le 100% de la campagne. Et ben je te félicite, parce que franchement il y a un moment ça a atteint un pic de difficulté qui est dingue, mais ce pic arrive après déjà 20-25 heures, hein, il me semble. Enfin, ça dépend un peu des gens, mais voilà, c'est-à-dire que en termes de contenu, on en a pour son argent, vraiment. Je me souviens que effectivement je m'étais bien énervé sur les dernières pistes, notamment celle celle où il y a un volcan. Alors je sais plus, c'est peut-être à Hawaï, je sais plus. Ouais. Il y a des volcans à Hawaï. Mais c'est Hawaï, ouais. Il y a deux, je crois que les deux dernières courses qui sont waouh. Ouais, non, c'est hardcore. Et surtout que je sale vraiment parce que j'ai pas débloqué le trophée 100%. Alors que j'ai fait le 100%. ça me... Oui, c'est chaud. Puis après, comme dit, le tournoi... alors le tournoi, putain, là par contre, c'est 4 courses d'affilée, et puis il faut être le premier à la fin. Donc c'est-à-dire que tu peux te permettre en fait d'être deuxième une fois. Tu peux te permettre d'être deuxième une fois, et du coup, c'est tellement rageant quand tu as passé 3 courses vraiment à full concentration, parce que tu peux pas te permettre d'avoir une seconde d'inattention, et juste à la dernière course t'as un connard qui te dépasse parce que tu t'es pris un cactus et que t'as perdu 3 secondes. Ou juste tu rates un bidon d'essence. Ouais, non, c'est dingue. Mais voilà, et puis putain, oui, évidemment on peut pas parler de ce jeu sans évoquer un des trucs qui te fait rester une course après l'autre. Tu me voles mes questions. Ah oui, là, non, bah du coup je te laisse, j'imagine que c'est le même ouais, je même pense. On va voir ça tout de suite. Barry Leitch a composé l'OST, le même Barry Leitch que Top Gear et Lotus Turbo Challenge 2, qui sont des inspirations revendiquées de Horizon Chase. Que t'évoque cette OST ? Bah mec, ce qui m'évoque cette OST, c'est la cocaïne. Non, je déconne. Non, mais c'est ce genre d'OST, moi, qui me font un effet pas normal dans le cerveau, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je peux ressentir en écoutant des EP de Taihan. Je sais que vous êtes friands. C'est des trucs qui je sais pas ce qui se passe, ça déclenche des réactions en chaîne dans mon esprit qui font que vraiment ça me donne l'impression d'avoir tiré un rail de coke, quoi. Je deviens fou en écoutant la BO de ce jeu, quoi. En jouant, il y a des moments où vraiment je deviens taré, quoi.
Et c'est génial. Putain, mais qu'est-ce que c'est bien ces musiques. Et en plus, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est pas une OST qui contient des dizaines et des dizaines de morceaux. C'est je crois, une petite dizaine à tout péter. Mais tu peux te les écouter 20 fois en une session de jeu parce que tu enchaînes les courses et à aucun moment tu vas ressentir, on va dire, de l'ennui à force de répéter les tracks, parce que putain, c'est tellement bien cette musique, c'est incroyable. Ouais, c'est extrêmement efficace, alors que même, enfin, c'est pas hyper original ou quoi, c'est pas, enfin, les progressions harmoniques sont tout à fait classiques, la suite d'accords, c'est vraiment, il y a il y a plusieurs pistes où c'est les 4 accords magiques, quoi, Ah donc oui. la mineur fa do sol, mais ça marche, hein, C'est au niveau des fois des mélodies, des envolées dans les aigus, des C'est fois ça, qui peuvent, exactement. mais d'ailleurs, c'est pas pour rien que je citais Tayan, hein, parce que des arpèges joués à toute vitesse dans les aigus, moi c'est ce genre de trucs là qui me font des trucs bizarres dans le cerveau. C'est vrai. J'aime beaucoup aussi. Ouais, ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou, et ça te booste d'autant plus quand t'es projeté à des vitesses délirantes sur ces pistes en plus super colorées. Enfin, honnêtement, le jeu paye pas de mine. Je veux dire, tu montres ça à n'importe qui, à n'importe quel gamer, il va te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est dégueulasse. C'est vrai que le jeu est assez dégueulasse en Je soi. le trouve très beau, moi. Alors, ouais, après ça, c'est voilà, les goûts et les couleurs, mais on va dire qu'à premier abord, je trouve pas qu'il est très sexy, quoi. Enfin, l'effet de vitesse aussi est assez saisissant. Ouais, c'est bluffant en fait, la sensation d'aller aussi vite que ça, quoi. Et c'est quelque chose que faisait d'ailleurs très très bien Racer en son temps. C'est pas évident. Bon, il y a un autre jeu que j'ai découvert aussi, parce que évidemment, après avoir découvert ces deux jeux-là, qui sont Hot Shot Racing et Horizon Chase, je me suis intéressé un petit peu à toute cette scène de jeux néo-rétro de course arcade. Et évidemment, il y en a un autre, il me semble que j'avais d'ailleurs évoqué quand on en parlait en off, qui n'est autre que Fast RMX, qui, alors lui par contre, pousse encore les potards plus loin en termes de sensation de vitesse, peut-être un peu trop loin, que j'ai beaucoup aimé, mais qui me fait pas en fait revenir à l'infini comme Horizon Chase, que j'ai en fait bouclé 2 fois. J'ai fait la campagne 2 fois, puisque là je l'ai chopé sur Switch après l'avoir fait sur GS. Et je sais, bon là j'ai un peu saturé ces derniers jours, ce qui fait que j'ai laissé tomber, mais je sais très bien que d'ici peu de temps je vais avancer le jeu, et voilà. Moi c'est aussi typiquement un type de jeu que je lance avec un truc à côté, hein, genre un podcast ou quoi. Et en fait, Horizon Chase, je me suis fait 2 fois l'intégrale de Camelot en jouant à ce jeu-là, pour la petite anecdote, voilà. Ah, il est si long que ça. Ouais, non, c'est ça. Si t'aimes les envolées arpégiques, je sais pas si ce mot existe, dans les aigus, vraiment, écoute Melody Circus de Savant. Ah, je l'attendais venir, celle-là. Oui, alors, parce que c'est vrai que vous êtes de fervents défenseurs de cet artiste. J'ai essayé une fois Savant, à peu près quand j'ai découvert Tayan. Ça date quand même. Mais et j'avais pas donné suite parce que ça m'avait pas du tout intéressé. Mais j'ai entendu un truc qui est pas tombé dans l'oreille d'un aveugle dans un de vos derniers podcasts, qui fait état du fait qu'apparemment c'est un artiste extrêmement prolifique, et puis ce qui expliquerait que évidemment il y a plus de chances de tomber sur quelque chose qui est pas forcément au goût de tout le monde, ou en tout cas à mon goût en l'occurrence. Mais je pense que ce serait pas bête de leur donner une chance, et notamment avec là c'est quoi, Melody Circus, tu m'as dit? Melody Circus, ouais. C'est de l'électro-baroque, donc clavecin, tout ça, et vraiment avec des envolées comme ça, exactement comme tu me décris. Donc, ouais. Oui, puis j'avais aussi noté un album dont vous parliez la dernière fois. Donc oui, tôt ou tard, je vais quand même, je pense, redonner une chance à Savant. Mais maintenant, je me réjouis de voir ce que vous avez à dire sur Horizon Chase, parce que vous avez certainement pas choisi pour rien. Par rapport à ce que vous dites sur l'esthétique du jeu, en vrai, je suis un peu genre tout le contraire de toi, Kipo, c'est-à-dire que j'ai adoré l'aspect graphique du jeu. Pour le coup, j'ai trouvé vraiment beau. Mais l'OST, j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose, vu comment vous en parliez depuis 5 minutes. Moi, je l'ai trouvé sympa, franchement cool, mais pas transcendante non plus, tu vois. Après, je suis pas très éclectique. Bah écoute, t'as mauvais goût, qu'est-ce que je te dis? Après, oui, encore une fois, les goûts et les couleurs, et puis... par rapport à Théane, ouais, je suis plus dans le chill ou les trucs comme ça, niveau musique. Ou alors le gros boom boom, mais plus lent. Pas ce genre de musique. Mais ouais, je l'ai trouvé quand même cool, l'OST. Après, le jeu en soi, je
Je sais pas, j'ai cette sensation de à la fois il m'attire beaucoup et à la fois il me repousse violemment, mais les deux en même temps. C'est assez étrange parce que à chaque fois quand on parle de Horizon, pas Zero Dawn, Chase Turbo, je m'en souviens en mode c'était un jeu de course franchement original, franchement il a une vibe arcade un peu, ce qui est vrai, hein, il est cool, il se joue bien, mais à chaque fois que j'y joue, je m'énerve en moins de 5 minutes et j'ai envie de le rage quit à chaque fois, c'est incontrôlable, mais j'y reste quand même, parce que dès que je finis une course, je suis tellement satisfait d'avoir enfin terminé, avoir enfin doublé tout le monde, parce que on va revenir, je pense, un peu sur la difficulté du titre après, mais je suis tellement content d'avoir réussi que j'ai l'adrénaline pour en faire une suivante et encore m'énerver comme pas possible, et c'est un cycle sans fin en fait, Horizon chez moi. Ouais, mais c'est marrant parce que je sais pas combien de temps t'as passé sur le jeu, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que moi j'ai eu aussi cette phase d'un petit peu de rejet lors de mes premières heures sur le jeu. J'ai vraiment pas été conquis tout de suite, hein, loin s'en faut. Mais comme toi en fait, j'avais un peu cette impulsion qui me poussait à y revenir. Et il y a eu un genre de déclic à un moment, ce qu'on appelle la drogue, quoi. Bah j'y jouerai un peu plus, j'ai dû y passer au total 6-7 heures. Et c'est marrant parce que je disais tout à l'heure que j'ai un peu saturé ces temps et que même en le relançant les dernières fois, j'y restais très peu parce que bon, bref, voilà, j'en ai un peu trop pris, comme on dit. Mais là, en y discutant, j'ai qu'une envie, c'est de le lancer en fait. Après, heureusement qu'il y a des trucs, genre, je sais pas si vous avez vu, si vous avez fait l'espèce de mini DLC gratuit qui s'appelle Rookie Series, qui est vraiment une mini campagne. En fait, c'est la campagne principale du jeu, mais en format mini, et vraiment très facile. Ouais. Et du coup, moi, ça me permet, tu sais, d'un peu déstresser, de décompresser. Genre, je m'énervais, puis après, je faisais le mode facile et c'était tranquille. Oui, mais d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je trouve ça très, très intelligent, en fait, d'avoir sorti cette... en fait, c'est comme une démo, enfin c'est une démo en réalité qui dit pas son nom parce que ça se présente pas sous cette forme-là, mais c'est ce que c'est en fait. C'est la démo du jeu en fait avec je crois le choix dans 2 ou 3 voitures qui vont tout doucement, puis c'est un peu le mode facile quoi. Et du coup moi je l'ai lancé en fait par curiosité. J'ai passé très peu de temps parce qu'en fait, quand t'as déjà poutré le jeu une fois et demie, Oui. bah c'est pas très intéressant en réalité. Mais je pense que pour un nouveau joueur, enfin c'est le meilleur moyen en fait d'introduire quelqu'un au jeu, je pense. Et en fait, le fait que tu évoques ce mode de jeu me fait penser au fait que il existe, je crois en tout cas 2 DLC. Notamment un qui explore le monde de la F1 apparemment, hein, et puis un autre qui s'appelle Summer Vibes je crois, et que là du coup on se dirige plutôt vers évidemment enfin moi ça m'évoque Outrun. Ouais, ça a l'air d'être un gros hommage. Du côté des plages californiennes avec des jolis couchers de soleil et je sais pas pourquoi j'imagine ça avec la synthwave évidemment, à voir si la BO reste la même pour ces DLC, mais il est certain que tôt ou tard, je vais finir par les lancer. Ouais. Et qui rajoute d'ailleurs, ce DLC qui rajoute une vue cockpit. Ah tiens, intéressant. Donc à voir si c'est jouable, mais... Oui, puis d'ailleurs, du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais j'ai très envie, en fait, de retourner aux origines, c'est-à-dire que ce soit pour les influences, enfin, même plus que les influences, les modèles qui ont poussé à la création de Horizon Chase, à savoir, comme tu disais, Outrun, et puis il y a Lotus, je sais plus quoi, là. Top Gear. Oui, Lotus Turbo Challenge. Top Gun, ouais, bah tu vois. Non, mais il y a aussi Lotus Turbo Challenge, t'as raison. Entre Zero Dawn et Top Gun, on aura tout fait. Les jeux qui ont influencé la création de Horizon Chase, mais aussi ceux qui ont, enfin, les jeux qui ont servi de modèle pour Fast RMX, pour Hotshot Racing. J'ai très envie en fait de lancer un émulateur ou deux prochainement pour un petit peu décortiquer, retourner un petit peu aux origines. C'est pas quelque chose que j'ai encore fait, mais d'ailleurs j'étais un peu déçu dans Horizon Chase. Tu débloques à la fin de la campagne, je crois, un mode rétro. Je disais waouh, super, on peut jouer au jeu en 16 bits ou que sais-je, et en fait non, c'est vraiment juste un filtre dégueulasse qui rend qui
qui fait genre c'est du pixel, mais en fait c'est juste un vieux filtre et c'est injouable. Mais écoute, moi je te conseille quand même, au lieu de jouer sur émulateur, je te conseille de jouer au Yakuza. Ouais, oui, non, bah oui, effectivement. Tu fais Yakuza 0, Ouais, comme ça ouais. tu fais Outrun au passage, et puis voilà. Ouais, bah en plus c'est quelque chose que je compte faire un de ces jours, de jouer à Yakuza. J'avais commencé le 1 il y a très très longtemps. Moi j'ai un souci quand même avec les jeux très très narratifs. Mais oui, en fait, la raison qui fait que je vais... Enfin, déjà, j'ai un intérêt pour ces jeux-là, parce que, ne serait-ce que pour ce qu'ils proposent, quoi. Et puis, tu sais, comme je disais tout à l'heure, un peu pour la culture, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut avoir fait, j'ai l'impression, les Yakuza, ou en tout cas donner une chance. Mais aussi, je parlais aussi de ma relation avec le Japon, qui fait que j'ai un peu le mal du pays, des fois, et que le Japon me manque. Je pense qu'il y a peu de jeux qui peuvent m'apporter une espèce de placebo de Japon Ah bah oui. que Yakuza, quoi. Surtout que tu étais un grand fréquentateur de Kabukicho, hein, on le sait tous. En fait, j'habitais à Osaka, donc... Bon, alors, de Sotenbori, d'accord, j'ai compris. Enfin, de Dotenbori, pardon. Ah, Dotonbori, évidemment. Oui, alors ça, par contre, je pourrais vous parler longuement de Osaka, qui est une ville que... Enfin, en fait, plus que le Japon, c'est Osaka qui me manque, qui est une ville que j'adore réellement. C'est un super endroit, quoi. Et c'est fou parce qu'on pourrait parler des décors, enfin du quartier, alors que j'ai jamais foutu les pieds, quoi. Ouais, oui. Ouais. Non, puis c'est vrai que tu dis que tu as jamais foutu les pieds, mais pour avoir eu... parce que moi, pour le coup, j'ai foutu les pieds, mais j'ai pas joué au jeu, mais pour avoir eu l'avis de personnes qui connaissent très très bien l'endroit et qui ont décortiqué le jeu, apparemment le rapport est bluffant, quoi. Enfin, retournons sur Horizon Chase Turbo, parce qu'on est quand même là pour ça. Bon, alors, t'as un peu répondu à la question quand même au fil de ce que tu disais, quoi. Mais quel est ton rapport au jeu de course ? J'ai un peu répondu à la question, comme tu l'as dit. Mon rapport au jeu de course, jusqu'à il y a pas très longtemps, je me posais même pas la question. À savoir que, comme dit, hein, j'ai passé beaucoup de temps sur Racer étant gamin, et j'ai beaucoup aimé le refaire quand il était sorti sur Switch. Mais tu vois, typiquement, je l'ai refait une fois, tu vois, j'ai fini la campagne et puis basta. J'avais d'ailleurs un petit peu poussé le coup de gueule dans ma critique sur le fait qu'il n'y avait pas de mode, enfin qu'ils auraient pu quand même mettre un mode online qui aurait fait que là, par contre, j'aurais passé 100 heures, quoi, je pense. Bref, Mario Kart, globalement, après ça. Mario Kart, qui est un jeu que j'adore. Voilà, donc jusqu'à il y a pas très longtemps, mon rapport, c'était ça. Et puis, moi je me répète un peu, mais évidemment, en fait, tout a commencé avec le Game Pass. Et un autre jeu que j'ai pas encore évoqué, en revanche, et d'ailleurs qui s'est situé avant Hot Shot Racing, pour moi. Parce que Hot Shot Racing, c'était, on va dire, ma plongée dans cette niche-là du jeu de course, à savoir ces jeux néo-rétro très arcade, basés sur des licences phares d'il y a fort longtemps. Mais avant ça, en fait, j'avais donné sa chance à un jeu qui a beaucoup fait parler de lui récemment, qui n'est autre que Forza Horizon, donc le 4 à l'époque, vu que c'était il y a quoi, 2-3 ans que j'avais lancé le jeu sur donc le Game Pass. Et vraiment par curiosité, hein. C'était vraiment juste pour voir à quoi ça ressemble. J'avais la Xbox, c'était au tout début de mon expérimentation avec de mon expérience du Game Pass. Ça devait être 2019. Et putain, j'en ai engouffré des dizaines d'heures en quelques semaines. J'ai remis le couvert quand j'ai chopé mon ordi il y a une année là. Donc je l'ai réinstallé sur PC pour pouvoir y jouer encore mieux en gros. Mais oui, alors Forza Horizon, en fait c'est fou parce que la question c'est donc quel est mon rapport au jeu de course. En fait Forza c'est typiquement le genre de jeu qui fait que tu passes d'une totale indifférence pour ce qui est de la course dans les jeux vidéo à oh putain c'est trop bien, quoi. Et comment j'ai pu me passer de ça, tu vois, littéralement on en est là, quoi. Forza c'est brillant, ce qui est, en termes juste de plaisir pur, quoi, de entertainment, tu vois, c'est loin d'être un grand jeu, un truc important quoi, mais c'est juste un très très bon moyen de s'amuser, quoi. Putain, c'est tellement cool, c'est tellement amusant ce jeu, et c'est magnifique en plus, les sensations sont
sont folles. Ce côté monde ouvert aussi fait que t'as juste envie d'aller tout explorer. Enfin, ça, en fait, ça appuie sur plein de petits leviers qui font que tu t'amuses dans un jeu vidéo et que tu as envie d'y retourner, tu vois. Et quand je dis un jeu vidéo, c'est pas qu'un jeu de course. Tu vois, j'évoquais le monde ouvert, bah typiquement, c'est assez récent, hein, il me semble, le fait de foutre comme ça des courses au sein d'un monde ouvert. Et au final, c'est tellement évident, enfin, c'est tellement bien, c'est ça que tu as envie de faire quand t'es pas un fou de course en général et que c'est pas ton délire. Mais en revanche, parcourir un paysage magnifique et ultra vaste avec une bagnole qui va très vite et qui fait beaucoup de bruit, putain, mais c'est trop bien. Donc voilà, mon rapport aux jeux vidéo de course est au final très récent et pas, on va dire, je sais pas encore, enfin ce sera certainement jamais un genre qui m'importe plus que ça, mais c'est un genre qui m'intéresse de plus en plus et pour lequel je commence à avoir une certaine forme de fascination, et à tel point que, comme dit tout à l'heure, je compte entreprendre, on va dire, des recherches archéologiques dans ce qu'a pu être les prémices de ce genre et retourner un petit peu aux sources. Et il est certain aussi que je vais par la suite un petit peu me tenir au courant de ce qui sort pour éviter de louper une perle. Ah bah, si tu veux de l'aide pour trouver des jeux de course, tu peux venir me demander. Bah écoute, alors faisons ça maintenant. Néo. Allez hop, je sors la liste. Là, je viens de parler pendant 20 minutes de jeux de course, donc je pense que tu as peut-être pu un peu cerner ce qui m'amuse dans ces jeux-là. Est-ce que tu aurais quelques jeux comme ça éventuellement à me conseiller à moi et puis à toutes les personnes qui nous écoutent? Bah, la série de jeux par défaut que je conseille quand on parle de jeux de course qui soient modernes, qui soient fun et qui soient pas comme Forza Horizon, c'est la série Dirt, tout simplement. Surtout les 3, le 3 et le 5. Le 4, il est pas fou. En fait, c'est un mélange entre arcade et jeu plus terre à terre, entre guillemets, qui fait que quel que soit ton profil de joueur, en fait, tu peux trouver ton bonheur dans Dirt parce qu'il y a plein de types d'épreuves, que ce soit du rallye pur et dur en mode ligne droite, t'as de la course en circuit ou des trucs comme des petites zones ouvertes où t'as des objectifs à remplir. Tu peux trouver ton bonheur en fait dans Dirt et c'est très fun comme série. Mais donc on est d'accord que Dirt c'est plus un jeu de rallye que autre chose. Bah à la base ouais. Et puis le 5 n'a pas de rallye. Enfin à la limite il y a du rallye raid qui se fait comme une course traditionnelle en un grand tour. Okay. Mais il n'y a pas de rallye pur et dur dans le 5. Il y en a dans le 3 par contre. Ouais, d'accord. Ah, je sais pas pourquoi moi j'associe vraiment Dirt comme étant le jeu de rallye, quoi. Mais, bah, ça a commencé. Ah bah il y a Dirt Rally, ouais, pour le coup, qui est oui. vraiment du rallye très réaliste, très hardcore aussi. Ok, bah écoute, en plus il me semble que, en tout cas quand je parcourais le Game Pass, il y avait en tout cas... Il y avait un épisode... Il y a le 5. Le 5, je crois qu'il est dessus. Ouais, ah bah voilà, bah tu vois, quand... normalement... Bah, il y a aussi le 4, je crois, il y a Rally et Rally 2.0. Ok. Bah mon PC devrait pas tarder à arriver, hein, si tout se passe bien. Bon, je te cache pas qu'avant de lancer quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs, je pense que, en termes de jeu de course, je pense que je vais quand même, tu vois, lancer Forza 5, vu que voilà, oui. J'ai pas pu... Il est très bien, Forza 5. Ouais, non, mais ça a l'air fou. Juste la scène d'intro qui est pas ouf. Ouais, c'est tout. Oui, je vous ai entendu dire ça, ouais, effectivement. Bon, bah moi j'ai plus de questions, du coup toi Néo, je sais pas. Bah c'est pas une question, mais je comptais revenir un peu sur la difficulté, parce qu'il y a un truc qui me démange quand je parle de Horizon Chase Turbo. C'est en fait le rôle qu'a la difficulté dans chaque course, et dans le sens où j'ai parfois l'impression, alors me tirez pas dessus, que le jeu est pas super fair avec le joueur, que j'ai l'impression que quand tu commences une course, t'as pas le choix, ou tu fais un excellent départ, tu doubles tout le monde dès le début et après tu vas te faire chier sur le reste de la course, ou tu galères pendant toute ta vie à rattraper les autres, mais ça va se juger uniquement sur le tout début de ta course. Et ça fait que j'ai recommencé un nombre incalculable de fois tout plein de courses, et que en plus j'ai joué sur la version PS4 et les temps de chargement ils sont horribles,
C'est... Et c'est clairement ce qui me saoule le plus dans le jeu, enfin ce qui fait que je suis vraiment énervé à chaque fois que je joue à Horizon Chase Turbo. Bah, déjà, je te rejoins sur un truc, c'est que doubler les adversaires, c'est souvent très relou, notamment parce que quand tu leur rentres dedans, Oui. ça rebondit. Et ça, Ça c'est un C'est au enfer. c'est au cœur du gameplay. Hein, ouais, C'est- mais pour le coup, j'ai pas trouvé ça très amusant en fait, même si c'est dans la volonté de coller aux autres, je trouve que Outrun fait ça mieux du coup. Enfin, cela dit, c'est extrêmement punitif dans Outrun, mais au moins t'es réglé quoi. Alors que dans Chase Turbo, j'ai l'impression qu'il a un peu le cul entre deux chaises à ce niveau-là. Et du coup, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il voulait faire exactement? Parce que, bah, il me dit, non, c'est très punitif, mais en même temps, bon, ça te laisse une chance, mais ouais, je sais pas où il va se placer. Et c'est un peu au pif en fait, parce que clairement, tu peux pas prévoir ce que vont faire les personnes qui sont devant toi. Et quand t'en as 4 sur une ligne devant toi et que t'es en plein virage, t'es obligé de te les bouffer. Ou à moins de ralentir, mais ça te fait perdre du temps aussi. Ça m'est rarement arrivé, je crois. Oui, c'est ça, non, c'est ça. C'est littéralement dans ce jeu, c'est un jeu où tu peux pas te permettre d'être sans arrêt sur la pédale d'accélération et en fait, il vaut largement mieux ralentir par moment parce que c'est largement. Enfin, tu perds beaucoup moins de temps à ralentir qu'à te prendre un obstacle quel qu'il soit. Après, concernant la difficulté telle que tu la présentais. Néo, moi j'aurais qu'une chose à dire, c'est Git Good. Tu vois, voilà. Le perso qui devient meilleur. Je plaisante évidemment. Non, mais en fait. En fait, moi c'est ça que je trouve aussi très chouette avec ce jeu-là. Et en revanche, mais qui peut. J'entends tout à fait, je sais pas si je considérais ça comme un défaut, mais qui peut constituer une barrière à l'entrée. Hein. Évidemment, tu dois en fait faire l'effort d'apprendre en fait le jeu parce qu'il se joue pas pareil que n'importe quelle autre course. Ça, je parlais de Hot Shot Racing qui lui va beaucoup être sur des dérapages qui vont te permettre d'avoir des boosts. C'est pareil si tu restes dans le sillon de la voiture qui te précède, et tu auras un petit boost. Ça rappelle évidemment Mario Kart, hein, bêtement, mais voilà, ça une autre école que celle dont est tiré Horizon Chase, où là, effectivement, ça va être tout au niveau du placement, de savoir quand dépasser, etc. Aussi l'utilisation des boosts, hein, dont on n'a pas encore parlé, mais qui, eux, sont sous la forme de bonus à ramasser. Enfin, il me semble aussi qu'on en a 3 en fait au début de chaque course, mais dont il faut utiliser vraiment avec parcimonie. Enfin, c'est vraiment, il y a tout un côté stratégique qui va se jouer et qui n'est pas du tout le même que pour un jeu de course peut-être plus classique, quoi. Donc effectivement, c'est un jeu qui est difficile, hein. Mais ce dont tu parlais par rapport au départ de course, je pense en fait que là c'est encore dû au fait que peut-être tu es encore dans la phase où tu te familiarises au jeu, parce qu'il y a réellement un moment où le gameplay rentre, enfin si évidemment tu t'as pas lâché l'affaire avant, hein, ce qui est tout à fait possible, mais si tout d'un coup tu arrives à avoir ce déclic et que on va dire le jeu rentre dans ta mémoire musculaire, on va dire, je sais pas, tu commences à avoir les bons réflexes. Là, putain, et que tu commences à vraiment pouvoir en fait performer en guillemets et gagner enfin vraiment en fait enchaîner les courses en étant premier, et aussi lorsque tu fais une erreur, lorsque tu perds de la distance, tu sais pourquoi, c'est que tu as fait une erreur et que tu la feras pas la prochaine fois parce que t'apprends comme ça. Là, il y a un côté extrêmement gratifiant, quoi, qui serait certainement moindre si le jeu était plus simple, tu vois. Et c'est souvent d'ailleurs une problématique, il me semble, qui ressort des jeux de course et qui doit être d'ailleurs un enfer au niveau des équipes de développement, qui est que j'ai l'impression que beaucoup de jeux de course sont soit trop faciles, soit trop difficiles, en fait. Et Horizon Chase se place peut-être un peu au centre. Alors peut-être, il penche en tout cas au début du côté des jeux difficiles, mais tu sais, tu arrives très vite à passer outre ça, et à ce moment-là le jeu devient jouissif jusqu'à arriver au prochain palier de difficulté, en fait, parce que c'est aussi ça. Quand tu arrives un peu à la fin de la campagne, c'est l'enfer, mais c'est trop bien parce qu'en plus là tu as 20 heures de pratique avant toi, et du coup bah tu as l'expérience qui te permet de savoir
quand et pourquoi t'as fait de la merde, quoi. Après, oui, j'étais très content de voir une campagne de jeu qui propose enfin du défi par rapport au jeu de course, parce que c'est vrai que, ouais, on en a pas énormément. Mais ouais, faudra bien évidemment que je joue plus au jeu, parce que j'y ai joué, 5-6 heures, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est plus le côté tout ou rien, en fait, que j'ai ressenti au début, qui m'a dérangé, en tout cas. Ok, ouais, c'est marrant parce que il me semble pas que ce côté en fait où tu sais dès le début si que t'as fait un mauvais départ et que la course est pourrie, il me semble pas que ça m'ait marqué à ce point-là. Je sais pas pour toi Kudo, ce délire enfin ce côté tout est joué au début de la course, toi ça t'a marqué ou... Moi, non, pas spécialement. Enfin, je sais que effectivement, enfin, ça devient très simple une fois que t'es tout devant et que t'as juste à tracer ta route, quoi, parce que toute la gestion devient alors la gestion de virage, quoi. Mais je sais pas si c'est ça que t'entends du coup, Néo, par le début de la course, parce que enfin, pour moi, ça se jouait sur toute la course, en fait, justement, ce fait de remonter la piste, ou en tout cas les premiers tours. Après, ça dépend, enfin, les tours sont pas toujours aussi nombreux, mais... Ouais, ça se fait sur plus de la moitié de la course, de remonter en général, je crois. Enfin, en tout cas, sur le... Ouais, d'ailleurs, la difficulté à partir d'un certain moment vient du fait que des fois les parcours sont pas assez longs, en fait, et que t'as juste pas le temps, en fait, de dépasser tout le monde, d'autant que tu commences toujours systématiquement à la dernière place au début de la course. Et donc que tu dois toujours tout te taper, tout le peloton à dépasser. Bah ça fait partie du défi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le but du jeu. Le jeu, c'est moins une épreuve de vitesse que de dépassement, d'esquive, de placement et tout. Mais le tout projeté à une vitesse dingue qui fait que la moindre erreur est fatale, quoi. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter à cela ? Jouer à Horizon Chase Turbo, c'est top. Eh bien, c'est l'heure des recommandations. Et Kipo, maintenant que tu es ici comme chez toi, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui ? Comme recommandation, je recommande à tout le monde de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est très important pour la santé. Humour, qu'est-ce qu'on se marre. On rigole. Ouais, de ouf. Alors, je vais faire comme pour mes jeux du moment. Hein. J'ai choisi 12 recommandations. Non, j'ai mais en revanche, je vais quand même faire une toute petite recommandation avant le gros du sujet, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert hier soir. J'ai enfin maté une vidéo que vous avez certainement déjà vu passer dans votre fil de recommandations YouTube, ou peut-être pas, hein, c'est pas impossible. Je retrouve ça tout de suite, juste pour pas dire n'importe quoi au niveau du nom. C'est bien... le petit blanc. Putain, elle est où ? Meublé là, allez, aidez-moi. Bonjour, YouTube, ce fameux réseau. Voilà, c'est moi, j'ai trouvé. L'histoire s'appelle L'incroyable histoire d'Otsdarva et de la run de Dark Souls la plus difficile. Ah oui, j'ai vu passer par ça. The Great Review. Je sais pas si Elle est trop bien cette vidéo. Je l'ai pas vue, mais je l'ai vue passer. Elle est incroyable. Je la voyais passer depuis très longtemps et Dieu sait pourquoi je me disais que je sais pas, machin, ça a pas l'air ouf. Putain, c'est incroyable cette vidéo. Déjà le sujet est ouf, et puis le storytelling est super bien foutu, quoi. C'est haletant, quoi. C'est vraiment, alors je recommande à tout le monde. Donc ça parle en gros d'une run a priori impossible de Dark Souls 2 en no hit, qui évidemment, je vais pas vous spoiler la fin, mais voilà, la troisième va vous étonner. Non, c'est très très bien. Mais ma recommandation, étant donné que je savais où je mettais les pieds, hein, je sais que vous êtes des gigantesques weeb, non je plaisante, mais évidemment je crois que la chose qui concerne, on va dire, les visual novels un peu japonisants, peut-être les animés et les mangas, c'est pas quelque chose qui vous rebute. Eh bien moi je ne suis pas un très grand consommateur de ces japoniaiseries, hein, comme on disait dans les années 90. Mais c'est d'autant plus ces derniers temps, je vous parlais du fait que le Japon me manque un peu, eh bien je me suis mis à acheter des mangas, truc que j'avais à peu près jamais fait dans ma vie. J'avais lu, alors de manière plus ou moins légale, sur les internets, à peu près l'intégralité de l'œuvre de Junji Ito. Donc avant de poursuivre, est-ce que vous situez tous les deux qui est cette personne ? Oui. Alors pas vraiment de mon côté. Alors Junji Ito, c'est un mangaka très connu pour des œuvres, on va dire un peu, c'est un pionnier et puis un des grands noms de l'horreur graphique en manga. Il a été très productif à la fin des années 90 et jusqu'à aujourd'hui en fait.
Et donc c'est plein de nouvelles. Alors il y a des histoires plus ou moins grandes, enfin plus ou moins longues, mais c'est une grande partie de son œuvre, c'est des nouvelles très très courtes et toujours, comme dit, assez graphiques en ce qui concerne l'horreur, avec un ton très japonais pour le coup, dont je vais en parler. Et puis alors récemment est sorti en 3 volumes, là, il y a le dernier qui vient de sortir, La déchéance d'un homme. Voilà, ça place un petit peu l'ambiance, qui est donc dessinée par Junji Ito, mais qui est adaptée en fait d'une œuvre originale d'un écrivain très 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 connu au Japon qui s'appelle Osamu Dazai, qui lui a vu une grande partie de sa carrière se passer au tout début du XXe siècle. Et comme vous avez pu peut-être le deviner, c'est pas forcément des choses très joyeuses. Donc la déchéance d'un homme, ça parle, comme son nom l'indique, d'un homme qui va sombrer dans le désespoir, la dépression. Dazai, c'était un auteur très connu pour ses positions, enfin ces romans qui parlaient très souvent de ce sujet-là, et notamment aussi du suicide. Et La déchéance d'un homme, qui est son tout dernier roman, qui est un des plus grands succès en librairie au Japon. Il a terminé en fait ce roman en 3 parties juste avant de se donner la mort. Donc là, une fois de plus, on nage en plein délire, hein. C'est vraiment, vous vouliez de la bonne ambiance, et bien moi je suis là pour apporter comme ça les petites fleurs, les choses qui font plaisir. Et puis en fait, ce manga de Junji Ito a la particularité, étant donné que c'est tout récent, hein, ça a été publié je crois au Japon dès 2017, en fait on peut constater que l'artiste a vraiment un trait qui s'est affiné, qui s'est perfectionné, on pourrait dire. On est vraiment sur quelque chose de très très fin, et qui fait donc d'autant plus honneur à des planches qui évoquent des choses très très sombres, hein. On parle de folie et autres. Mais tout cela en fait n'est pas sans une certaine forme, si ce n'est d'humour, en tout cas de légèreté très japonaise, hein, dont je parlais tout à l'heure, une espèce de malice dans le désespoir, dans la façon de traiter des événements très 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 durs, très très graves comme ça, qui désamorcent souvent des propos comme ça d'une lourdeur infinie, et qui font qu'on passe pas en fait, on passe déjà pas un mauvais moment, parce que c'est très très bien écrit, c'est très très bien dessiné, mais même quand le roman et en l'occurrence ici l'adaptation en manga évoque des choses très 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 graves, et bien il y a cette espèce de, comme je disais, je pense que le mot malice, c'est peut-être ce qui caractérise le mieux cette façon très japonaise de désamorcer par peut-être une forme de naïveté des situations très graves. Donc j'ai pas encore lu le 3e tome, je me réjouis, je viens de me le procurer, mais j'ai aussi voilà, pour toujours un petit peu faire dans les recommandations à rallonge, je me suis aussi procuré l'intégrale de Tomie, qui est pareil, un recueil de nouvelles en manga de Junji Ito, et en fait c'est ses toutes premières œuvres en fait. Et j'étais passé à côté, donc je connaissais cette œuvre vraiment majeure dans l'œuvre de Junji Ito, même on va dire au sens plus large du manga japonais, et particulièrement du manga d'horreur. Cette œuvre majeure que je n'avais pas lue, et du coup là il y a l'intégrale qui a été rééditée récemment, et c'est un régal, quoi. C'est super, c'est magnifique. Mais là par contre on a au tout début les premières nouvelles, ça pique un peu quand on compare ça justement à ce dont je parlais, ces dernières productions, notamment La déchéance d'un homme. Le dessin n'est pas encore tout à fait aussi fin, voire même à des moments presque un peu amateurs au tout début, mais ça ajoute quelque chose, hein, au propos, hein, le fait qu'on a quelque chose de pas forcément très maîtrisé. Donc Tomie de Junji Ito, de toute façon je vous recommande de lire tout Junji Ito, mais vraiment Tomie, ça fait partie des choses que je recommanderais peut-être même avant le reste, quoi. Ça, et puis Spiral, hein, donc Uzumaki, qui d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, va être en cours d'adaptation
c'est produit par Adult Swim. Et Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça. t'avais vu ça? Ouais, en noir et blanc, c'est ça? Ouais, avec il y a un trailer très très court qui est disponible sur YouTube et a priori quand on te dit Uzumaki de Junji Ito qui va être produit par Adult Swim, il y a des chances que ça te fasse grincer les dents et que tu dises ouh là là, vous auriez mieux fait de pas toucher à ça. Et en fait, en voyant le trailer, ça donne tout de suite confiance en ce projet. C'est cette minute 30 qui nous est proposée laisse présager vraiment du bon pour ce qui est, je pense, peut-être son chef-d'œuvre. Hein, Uzumaki, c'est vraiment. Oui, sans doute. C'est Néo, vraiment tu du bon, connais, tu connais probablement Uzumaki. Hein. C'est, tu sais, l'image de la fille avec une spirale dans la tête qui s'est incrustée. Ça me dit un truc, je suis pas sûr par contre, mais ça me dit un truc. Et puis c'est aussi lui qui a fait le truc avec l'énorme mur de pierre Ouais. Avec un trou. des silhouettes. Avec un trou dedans. C'est Oh ça. putain, Ouais. ok, d'accord, c'est lui. C'est lui, voilà. Ok, c'est bon, je vois direct. Ouais. Non mais je Le conseille bon. vraiment, c'est top. Et puis pour rebondir peut-être avec le monde du JV, vous connaissez peut-être l'existence d'un jeu qui s'appelle World of Horror. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Ouais, tu as joué Ouais, Alpo? ouais. Je l'ai pas joué, mais j'ai vu MV y jouer. Ouais, Atomium alors aussi, je crois. je t'encourage vraiment. Il était, je sais pas si c'est toujours qu'il était sur le Game Pass, c'est comme ça que j'avais pu l'essayer. Il est encore en accès anticipé, mais je vais finir par le choper sur Steam parce que là, ça me titille d'y jouer. Donc c'est un jeu d'enquête en 2 bits, vraiment une patte graphique qui rappelle en fait des jeux sur micro-ordinateur. Et c'est un jeu d'enquête slash RPG dans un monde largement inspiré par l'œuvre de Junji Ito, mais aussi d'un certain Lovecraft. Voilà, donc une fois de plus, toujours dans la bonne humeur. Mais c'est un super jeu, vraiment. Je Oui, recommande. dans le même délire, il y a Critter for Sale. Je sais pas si vous voyez. C'est aussi sur Steam. Et c'est donc 2 bits aussi, enfin 2 couleurs en tout cas, mais avec une espèce de 3D chelou. Enfin, c'est très étrange. Ça donne vraiment très envie. J'ai toujours pas touché, mais en tout cas, des visuels que j'ai pu en voir, ça donne bien envie, quoi. Eh bien, Néo, à ton tour, quelle est ta recommandation? Et bah ma recommandation, c'est une console. Une mini-console qui représente en fait ma période rétro préférée des jeux vidéo, qui est l'époque 16 bits. C'est-à-dire la PS5. Et oui, l'époque 16 bits, avec Crash Bandicoot et Silent Hill. Non, en vrai, c'est la Super Nintendo Mini. Alors, j'ai de plus en plus de mal avec Nintendo, mais je conseille toujours un de ses produits en recommandation. Bah là, la Super Nintendo Mini, alors déjà, de base, c'est une console qui se branche en USB à votre télé, un câble USB, un câble HDMI et c'est bon, vous pouvez jouer direct. Il y a 2 manettes qui sont incluses avec, ça c'est très cool. Et elle contient une trentaine de jeux avec des grands classiques de Nintendo, hein. Les Super Mario World, Mario Kart, Donkey Kong Country, Final Fantasy 4, je crois c'est le 4. Il y a pareil les DKC, F-Zero, etc. Mais surtout, si je recommande cette console, c'est parce que avec ce même câble USB que vous pouvez brancher à la télé, vous pouvez le brancher à un ordinateur, installer une appli et paf, ça devient la meilleure console rétro du monde. C'est-à-dire que sur ma mini SNES, déjà la musique de fond du menu, ou c'est du Savant ou c'est du Higurashi au pif. Également le menu, l'écran d'accueil, c'est du Higurashi en pixel art. Et puis les jeux, on a de la NES, on a du Tetris Game Boy, on a du Sonic dans ma Super Nintendo, on a du Doom dans ma Super Nintendo. Et surtout, Kourou, tu parlais de la PS1, et bah, sache qu'il y a la PS1 dans ma Super Nintendo. On peut jouer à plein de vieux jeux. Et vu que c'est une mini-console, on peut facilement l'emporter avec soi et pendant les petits voyages... genre on va dans un hôtel ou une maison de vacances, et bah on peut avoir sa petite Super Nintendo et ses petits jeux rétro à jouer en famille ou solo. Si vous n'avez pas de famille, c'est très triste ce que je raconte. Voilà, donc très bonne console, très très difficile à trouver aussi malheureusement. Par curiosité, c'est pas trop chiant à installer. Et franchement, il y a une appli qui fait tout, hein. Franchement, en 10-15 minutes, t'as ta console Ok. craquée et t'es prêt à
à mettre ce que tu veux dessus. Eh ben, ouais, bah moi j'avais les deux, j'avais la Famicom et la Super Famicom Mini que j'avais du coup les deux achetés au Japon et dont je me suis séparé, c'était pas la meilleure idée du monde, Aïe, aïe, aïe. mais effectivement, vraiment, tu disais que c'est des consoles difficiles à se procurer. Sache que au Japon, dans n'importe quel book-off, donc l'équivalent des cash converteurs, t'en trouves à 40 balles, quoi. Bah, vous avez de la chance parce que galère ici. Pareil, j'ai trouvé dans un Cash Converters, mais il y en a vraiment pas partout. Et bah voilà pour ma recommandation. Du coup, Kourou, quelle est ta recommandation du jour? Eh bien, ma recommandation n'est autre qu'un gros truc de weeb, là encore. Puisque c'est un manga que j'ai repris il y a peu, que j'avais lâché il y a un peu plus d'1 an, que j'ai bien l'intention de terminer malgré tout. C'est un manga culte, à l'adaptation animée qu'il est tout autant, mais pas pour les mêmes raisons. Et il s'agit surtout d'un manga de Tetsuo Hara et de Buranson, et je parle bien évidemment de Hokuto no Ken, aka Ken le Survivant, aka Fist of the North Star. Voilà, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire ce seinen, Neo, Kippo... Alors, toujours pas, non. Comme dit, moi, je suis pas un très grand consommateur de manga. Mais tu vois, je me suis fait tout Berserk, typiquement. Et évidemment, si je me relance un jour dans le rattrapage d'une série culte, il y a des chances que ça tombe sur Ken le Survivant, ouais. Bon bah écoutez, vous savez peut-être que c'est une repompe assez violente de Mad Max dans les Ouais. premiers tomes. Dans le post-apo, dans le chara-design, dans l'importance des véhicules et la préciosité de l'essence, etc. Mais saviez-vous que cette inspiration très prononcée cède assez rapidement sa place à des décors beaucoup plus démesurés, hallucinés et hallucinants. Ouais, j'ai ouï dire. Dès lors, on se rapproche beaucoup plus de la fable mystique que du récit réaliste, et tout se joue à une échelle de titan en fait. Les personnages d'1m85 qui sont petits dans ce manga, mais vraiment petits. Tout est exagéré à l'extrême, à commencer par les architectures absolument gargantuesques, qui sont probablement inspirées ne serait-ce qu'un peu les décors d'un certain Berserk, enfin qui ont inspiré, pardon, les décors d'un certain Berserk. Le tout est servi par des dessins de très très grande qualité, si bien que chaque planche est un pur régal sur tous les points, donc crayonné, composition, représentation, etc. Bref, c'est du très très joli, mais une fois la claque visuelle passée, vous pourrez vous morfondre sur le destin tragique des 3/4 des personnages, hein. Donc gare à ne pas trop vous attacher à ces protagonistes et antagonistes qui transpirent pourtant le charisme. Une mort est si vite arrivée dans le monde de Ken le Survivant. Ce dernier n'a pas volé son surnom français, hein. De toute façon, je peux bien vous dire ça, je sais que vous vous attacherez quand même. Même quand surviendra la scène de la pyramide, ce sera l'heure du trauma, je vous préviens. Mais Ashenka, ce n'est pas que des visuels et des personnages, puisque c'est aussi 2 grands arcs, dont un premier totalement culte et un second moins iconique, mais pourtant assez réussi. Et surtout, Ashenka, c'est aussi un animé, et là je me dois de vous prévenir, l'expérience n'est pas du tout la même. La violence atténuée, les couleurs flashy, le doublage, enfin tout devient kitschouille et plutôt amusant, et même si les comédiens se donnent à fond dans les moments dramatiques, on perd énormément de l'aura du manga. Et alors vous ajoutez la VF et c'est un festival. Je vous conseille de profiter de cette version de l'œuvre avec un recul bien prononcé, vous ne pourrez que finir hilar. Voilà, bon, j'en ai dit beaucoup et pourtant si peu, il est toutefois l'heure de conclure. Donc Kippo, Néo, quelque chose à ajouter avant qu'on se dise au revoir? Juste concernant, si je peux rebondir un peu sur Hokuto no Ken, et tu parlais donc de l'adaptation que j'ai donc évidemment pas non plus pas vu non plus, mais je trouve ça assez fascinant parce qu'évidemment entre le joueur du grenier et autres recommandations dans divers podcasts, c'est que j'ai quand même pas mal entendu parler de cet univers-là, et je trouve assez fascinant de savoir qu'on a en fait qu'il existe 2 versions de la même œuvre, et qui, si je dis pas de bêtises, dont en tout cas l'adaptation en animé, tu disais qu'elle perdait beaucoup de l'aura du manga, mais j'ai l'impression que c'est pas sans gagner quelque chose peut-être de différent à d'autres. Tu parlais d'un certain humour ou quoi, donc évidemment, même si je pense qu'il faudrait peut-être conseiller plutôt à qui veut l'expérience entre guillemets telle qu'elle a été conçue à la base de lire le manga, mais je pense que c'est pas inintéressant de faire les deux, et je pense que si un jour, enfin le jour où je lirai le manga, je suivrai très certainement ça par le visionnage de l'animé, ne serait-ce que par curiosité, puis pour voir, parce que c'est pas si courant en fait d'avoir comme ça une œuvre qui se voit être adaptée d'une manière si différente, sans pour autant non plus parler d'adaptations complètement nulles qui ont pu être faites
que ce soit en film ou en dessin animé d'œuvres majeures. En fait, on est passé du seinen au shonen, en fait. Il y a vraiment cette volonté de censurer, de rendre bien moins violent. Il y a une scène en particulier, en fait, qui est très représentative de tout ça. C'est dans le manga, t'as un moment, en fait, où Ken va sauter par-dessus un ennemi, va lui tirer les épaules, en fait, et ça va l'attirer en arrière, et ça va lui arracher la colonne vertébrale. Ça va lui broyer la colonne, et du coup, ça va l'ouvrir au niveau du ventre. Genre, il rejoint ses épaules et ses talons. Bon, bah, dans l'animé, c'est pareil, sauf que ça fait juste un petit... Comment t'as dit, ça fait comment? Ça fait un petit... Je vais sampler ça. Voilà, parfait. et du coup, c'est assez ridicule. Et enfin, les gens qui ont vu l'animé voient très bien de quel moment je veux parler. On perd tout le grandiloquent, en fait, parce que c'est très gore, hein, la version manga. Là où... Bah, les versions animées a quand même beaucoup de points particulièrement intéressants. Alors on peut dire que c'est très cheap, hein, c'est vraiment un animé qui a été fait avec très peu de budget, ou alors avec pas mal de budget, mais sur 109 épisodes, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de recyclage, tout ça, mais il y a quand même beaucoup d'idées très intéressantes. Notamment le Omae wa mo Shindeiru, qui est cultissime, notamment avec la voix du doubleur dont j'ai oublié le nom. Et la version française, elle, est tout aussi culte. Tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort, parce que techniquement, c'est juste tu es déjà mort. Le donc la VF a quand même son intérêt pour ça, et puis elle est très drôle, donc au second degré, c'est quand même très intéressant de voir où ça mène, quoi. Mais là où c'est vraiment très intéressant en termes d'animé et en premier degré, c'est déjà les techniques du manga. C'est des écrans en fait qui se figent, enfin ça fait une image fixe et t'as le titre de la technique qui s'affiche avec le narrateur qui cite la technique. Ça c'est génial, c'est vraiment en termes de mise en scène, ça marche trop bien. Quand t'as genre Ken qui fait un coup, t'as l'écran qui s'arrête, il fait une pause et t'as le narrateur qui fait Hokuto Yakurutsken, et c'est trop bien. ça marche vraiment du feu de Dieu. Et ouais, non, là-dessus c'est fort efficace. Un autre truc, c'est la censure est parfois assez maligne en fait, notamment pour tout ce qui est la destruction des corps du Hokuto Shinken. Donc les corps explosent de l'intérieur littéralement, et du coup ça montre en général c'est en ombre chinoise sur un fond rouge ou un fond coloré, souvent en fond rouge, et avec le sang qui est blanc, et c'est assez esthétique mine de rien. Ah stylé, ouais. Ouais. Donc là-dessus c'est pas déconnant, donc il y a vraiment des trucs intéressants au-delà de la censure un peu bâtarde dont souffre l'œuvre. Non, effectivement, ouais, le fait de jouer avec des restrictions imposées pour en fait proposer quelque chose d'autre graphiquement, effectivement, ça a l'air très malin. Ouais. Tout à fait, ouais. Et bien, très bien. Plus rien à ajouter ? Pas de mon côté. Écoute, je vous remercie une fois de plus pour l'invitation, c'était vraiment très sympa. J'espère que ça donnera bien au final à l'export. Et puis ouais, donc je réitère mes remerciements à Kuro et Néo pour cette invitation. Merci d'être venu. Merci à toi. De toute façon, reste la conclusion. Donc, donc voilà, c'est ainsi que s'achève ce 6e épisode de Kune. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur Twitter @KunePodcast, ou sur les différentes plateformes telles que Spotify, Deezer, PodCloud, Google Podcast, Podcast Addicts ou iTunes. Et toi, Kipo, où peut-on te retrouver en dehors de ce podcast ? À part sur YouTube, du coup, je devine. En dehors de ce podcast, chez moi, me boire un café. Non, écoute, je vais gentiment, a priori, recommencer à sérieusement, je vais recommencer à penser sérieusement à faire des vidéos. J'ai un peu cette excuse pour toujours repousser ça tant que mon ordi n'est pas arrivé, mais là ça devrait revenir. J'ai déjà pas mal de scripts, comme dit, qui sont, si ce n'est prêt, en tout cas en cours, et puis un petit peu une idée pour redynamiser tout ça. J'ai récemment un peu revu mes productions sur YouTube, et j'ai envie d'essayer d'apporter une autre approche à ce que je peux apporter sur YouTube. Donc c'est pas dit que dans les mois qui suivent je repasse dire coucou sur YouTube, et ce sera peut-être sur une forme un petit peu différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Mais sinon, sur Twitter, cherchez Kipo JV, je sais même plus comment est-ce qu'on me trouve sur Twitter. C'est Kipo dans le JV, je crois. Ouais, Kipo dans le JV, oui, ça doit être ça, ouais, c'est ça. Kipo dans le JV.
Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'instant où vous pouvez me retrouver. Ok, bah très bien. Bah écoute Kipo, si un jour tu veux revenir, hein, ne serait-ce qu'en chroniqueur à mi-temps ou je sais pas, tu n'hésites Ah mais pas. alors moi, quand vous voulez. Eh ben super. Quand vous voulez. Je vous fais des chroniques, je vous fais des dossiers. C'est avec plaisir. Oh super. Hein. Bah, avec plaisir. Hein. On se redit ça en off. Hein. Écoute, hein, moi je... Voilà. Hein. Attention, c'est acté. Hein. Voilà, c'est ça, c'est noir sur blanc. Bon, eh bien merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Kipo, Neotail et la critique pour Kounet. Salut. Salut. Salut.